Un jour, Milfi était assise seule, savourant de la viande de monstre qu'elle avait soigneusement cuisinée et façonnée en pain de viande. Un homme de l'Empire la vit ainsi, et la voir apprécier son repas attira son attention, d'autant plus que la faim le tenaillait. Il descendit de son carrosse et s'approcha d'elle, irrésistiblement attiré par l'arôme délicieux. Milfi fut surprise, c'était la toute première fois que quelqu'un lui demandait de partager sa viande de monstre. Elle ouvrit rapidement son récipient, pleine d'excitation, et lui offrit généreusement de la nourriture. Le pauvre homme s'assit à ses côtés et prit un petit pain, pour découvrir que le goût surpassait tout ce qu'il avait jamais mangé, ayant l'impression que c'était la meilleure chose qu'il ait jamais goûtée. Il admira la viande sous le choc et remarqua la cuisson habile et les épices parfaitement équilibrées. Quand il s'enquit du type de viande, elle répondit que c'était d'une bête bœufrant. Son visage pâlit et il sentit la nausée monter, n'ayant jamais imaginé manger la chair d'une créature mortelle. Une vague de malaise le submergea, mais il remarqua la légère moquerie dans son sourire calme. Il réalisa qu'il avait goûté à quelque chose que les gens craignaient, la quitta en hâte, incapable de croire ce qui s'était passé, étonné qu'une noble dame puisse manger une viande aussi empoisonnée. Quant à Milfi, elle savoura son repas, ravie que la première personne à partager sa nourriture ait admiré le goût de la viande de bœufron. Elle continua de manger paisiblement, expliquant que la viande de monstre cuite, lorsqu'elle était bien préparée, surpassait le goût de l'agneau et du bœuf. Elle souhaitait trouver quelqu'un qui partageait sa passion étrange, quelqu'un qui comprenait son amour pour la cuisine sans la considérer comme bizarre. Les jours passèrent et le roi organisa un grand festin, invitant tous les nobles à choisir des partenaires pour leurs influentes filles. L'endroit était rempli de jeunes femmes élégamment vêtues, échangeant des sourires, se présentant sous leurs meilleurs jours. Alors que la musique délicate commençait, Melfi se tenait là, son visage innocent et son regard mystérieux mêlant peur et attraction. Les jeunes filles autour d'elle bavardaient de bijoux, de la dernière mode et des prétendants qui les accompagnaient. Pendant ce temps, son esprit vagabondait ailleurs, imaginant le goût de la viande de monstre menthe grillée sur une flamme douce. Une pensée sarcastique lui traversa l'esprit. Si cette classe aisée savait que les monstres qu'ils craignaient pouvaient être plus savoureux que leur propre viande, leur vision du monde changerait radicalement. Lady Talbot s'approcha d'elle avec un air de supériorité, voyant Melfi manger parmi eux comme une affamée, et elle tenta de maintenir son apparence devant la foule. Melfi ne pouvait pas exprimer qu'elle était venue chercher un mari comme les autres jeunes filles, l'endroit ne lui semblait pas être sa maison, et elle ne s'intégrait pas à ceux qui l'entouraient. Elle se rappela la menace de son beau-père, le comte Marschleiter. Si elle ne se mariait pas dans l'année, elle serait envoyée dans un couvent pour vivre dans la solitude la plus totale. Son père lui avait dit à l'époque qu'il accepterait n'importe quel chevalier qu'elle choisirait, pourvu qu'il convienne à la famille, mais elle n'avait trouvé personne dans ce monde prétentieux qui lui convienne. Sa présence parmi les aristocrates lui pesait, et des murmures la suivaient à chaque pas, car elle était connue parmi eux comme la noble femme qui mange des monstres. Tout le monde commença à se moquer d'elle et à l'éviter jusqu'à ce que sa réputation soit ruinée. Elle ignora cela et s'enfuit vers les chevaliers, cherchant un homme qui ne la reconnaîtrait pas, espérant qu'il l'accepterait. Pendant qu'elle était là, un cri horrible éclata, alors qu'un monstre terrifiant émergeait de la forêt, provoquant la panique et transformant la musique en chaos. Les gens fuyaient comme des oiseaux effrayés. Au milieu de la cohue, Milfi vit deux vieillards qui étaient tombés à terre et ne pouvaient s'échapper. Elle se précipita vers eux pour vérifier leur état. Mais la canne de l'homme était cassée, et il ne pouvait plus bouger. Elle tendit la main pour l'aider, mais la bête apparut derrière elle, massive et prédatrice, et c'était un type qu'elle appréciait. Un bécoron. Alors que tous les autres étaient terrifiés, ses yeux pétillaient d'admiration, car elle le considérait comme un délicieux repas. Réalisant que le temps était compté, elle tenta de tirer les vieillards pour s'échapper. Sa seule préoccupation était de ne pas les laisser derrière elle, tout en essayant d'attirer l'attention de la bête. Au moment où elle pensait que la mort l'entourait, un homme mystérieux brandissant une épée brillante chargea et décapita le monstre d'un seul coup, et le sang éclaboussa partout dans le silence qui s'ensuivit. Cet homme était le duc connu sous le nom de l'homme fou de sang, un guerrier légendaire craint dans tout le royaume pour sa brutalité au combat et son cœur d'acier. Mais cette nuit-là, il révéla une autre facette de lui-même. En sauvant étonnamment la vie de Milfi, les gens restèrent sous le choc de sa puissance, et Milfi fut subjuguée par ses traits, voyant en lui non pas la terreur, mais un soupçon de charme mystérieux. Alors que tout le monde chuchotait de peur, elle le regarda avec une admiration silencieuse, ses yeux affichant une étrange innocence. Quand il lui demanda si elle avait peur de lui, elle remarqua ce que les autres ne voyaient pas en Galbert. Alors qu'il le qualifiait de fou sanguinaire, cruel et impitoyable, elle vit une étrange beauté sur son visage qui l'étonna profondément. Cette pensée lui fut arrachée de l'esprit lorsqu'elle remarqua le sang du monstre sur son visage, et elle lui ordonna brusquement de le laver rapidement, avertissant que le sang de Bécoron pouvait être toxique en raison des poisons magiques accumulés dans son corps, et qu'une seule goutte pouvait causer de graves douleurs gastro-intestinales. Cependant, elle précisa que ce monstre spécifique semblait exempt de ces poisons, et que son sang pouvait être utilisé en cuisine s'il était préparé correctement. Galbert ne montra aucun intérêt pour ces avertissements, mais fut étonné par sa connaissance précise du monde des monstres. Milfi sentit une vague d'anxiété. Craignant que ces mots ne lui pèsent lourdement, alors elle s'excusa d'avoir trop parlé. Il lui tendit une bouteille d'eau purifiée, car le sang du monstre avait également taché ses vêtements. Réalisant qu'elle avait besoin d'être nettoyée et soignée, il remarqua ses vêtements maculés de sang et sentit qu'elle ne devrait pas passer la journée ainsi, lui prenant la main pour la conduire à sa demeure proche où il pourrait lui offrir une tenue propre. Melfi marqua une pause, refusant d'y aller, le remerciant de son inquiétude, et insistant qu'elle avait suffisamment de vêtements, estimant que son apparence actuelle était meilleure que la semaine dernière quand elle avait elle-même tué un monstre.
Galbert se figea d'étonnement, peinant à croire que cette jeune fille délicate avait réussi à tuer un monstre. Il lui demanda son nom et elle s'inclina respectueusement, se présentant comme la fille du comte Marschleider. Galbert rit chaleureusement de son formalisme excessif, et Milfi fut perplexe devant son doux rire, car elle ne s'attendait pas à de tels traits chez quelqu'un de sa sévérité. Il lui dit qu'il avait beaucoup entendu parler d'elle et n'était pas surpris par sa connaissance du monde des monstres, car elle était connue dans tout le royaume comme la jeune fille qui en mange la viande. Dans ce monde, il y avait des créatures sauvages, des monstres et des plantes imprégnées d'énergie magique empoisonnée, les rendant dangereuses pour les humains et les animaux, causant maladies, fièvre et douleurs intenses. Par conséquent, les gens avaient l'habitude de se débarrasser de leur viande. Cependant, Milfi était passionnée par cela, y voyant un défi culinaire unique. Puisqu'il connaissait son histoire, elle ne trouva aucune raison de se cacher, lui disant avec enthousiasme qu'elle adorait la viande de monstre. Il lui demanda, avec une lueur malicieuse dans les yeux, si ce monstre était comestible, et Galbert cligna des yeux sous le choc. Elle réalisa qu'elle avait dépassé les bornes, se contentant d'un sourire timide. Il la regarda, ressentant un étrange contraste, un mélange d'innocence et d'attrait, et sentit une curiosité brûlante envers elle. C'était une jeune fille qui n'avait pas peur du sang, des monstres, ni même de lui. Il cacha son visage pour qu'elle ne le surprenne pas à l'admirer, puis lui prit la main, s'éloignant des regards indiscrets. Milfi sentit un frisson qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, car c'était la première fois qu'un homme qui ne la craignait pas ou ne détestait pas ce qu'elle disait lui touchait la main. Il demanda soudain si la viande de monstre dont elle parlait était vraiment délicieuse, car elle avait elle-même goûté au becran. Melfi hésita, habituée à être considérée comme étrange lorsqu'elle répondait, mais dit que la viande de becron était similaire au veau en saveur, même meilleure lorsqu'elle était bien cuite. Galbert hocha la tête, lui rappelant que si la bête n'était pas tuée dans un accès de rage, son sang restait pur de toxines, donc il ne nuisait pas à ceux qui la mangeaient. Elle fut émerveillée par sa connaissance précise, car elle n'avait jamais trouvé personne discutant de cela avec une passion aussi sincère. Elle fut profondément touchée et ressentit une joie silencieuse. C'était la première fois qu'elle trouvait quelqu'un qui la comprenait et parlait son langage. Elle expliqua qu'il était nécessaire d'enlever la magie de la viande de monstre avant de la cuisiner, ce qui exigeait de drainer complètement le sang et d'utiliser des outils de dissection précis avec des sorts spécifiques pour purifier la viande. Galbert écouta attentivement jusqu'à ce qu'il dise quelque chose qui lui sembla être les mots les plus doux qu'elle ait jamais entendus. Il exprima son désir de goûter cette viande dont elle parlait et voulait la manger préparée de ses mains. À ce moment-là, le cœur de Melfi se figea de joie, incapable de croire qu'un homme de sa stature lui demanderait quelque chose dont le monde entier se moquait. Elle exprima ses inquiétudes quant au risque que son système digestif soit affecté s'il mangeait de la viande de monstre, clarifiant que le bécoron contenait une énorme quantité de toxines magiques difficiles à digérer parce que ces créatures étaient sauvages, mais c'était différent si le monstre n'était pas en colère, car la viande serait alors proche de la viande ordinaire. Elle pouvait être embrochée ou coupée en fines tranches. Galbert était rempli d'excitation, déterminé à essayer la viande de bécoron, incapable de réprimer son envie de l'heure de la dégustation. Milfi remarqua son sourire contrastant fortement avec sa sévérité habituelle, et comprit que ce sourire provenait des années de violence et de bataille qu'il avait endurées. Cela venait de son cœur. En elle, il y avait un sentiment similaire à la joie, car elle avait enfin trouvé un partenaire qui partageait son obsession. Galbert la conduisit, lui tenant la main vers leur tente, lui demandant de poser le pied à terre et de se détendre. Un homme avec un bandeau sur l'œil salua son retour et s'enquit de l'inviter, alors Galbarus présenta la lignée de Milfi au comte Marschleider. Le respect mutuel se solidifia, et Galbarus demanda de nouveaux vêtements pour la dame. Melfi entra dans la tente, inspectant avidement l'endroit, où elle trouva une bassine en bois remplie d'eau que Galbarus avait préparée pour se nettoyer. Un dialogue interne s'alluma en elle concernant ce qui était approprié, et elle suggéra que Galbarus se lave d'abord le visage du sang avant toute autre chose. Elle fut choquée quand il retira sa chemise, et leur sentiment d'embarras devint mutuel. Milfi sentit une vague de curiosité lorsqu'elle eut la chance d'observer le corps d'un chevalier entraîné au combat depuis l'enfance, se rappelant un moment où elle avait remarqué l'habileté de ses mains alors qu'il sectionnait avec expertise le cou d'une bête. Ils partagèrent le bain, se lavant les mains ensemble, et le désir de Melfi grandit de devenir assez forte pour couper elle-même la gorge des monstres afin de les manger ensuite. Elle voyait l'entraînement comme un moyen d'atteindre son rêve. Galbari doutait que ses mains faibles puissent accomplir un tel exploit sans un entraînement intensif, mais il ne rejeta pas la possibilité d'apprendre et de pratiquer. L'embarras entre eux s'apaisa et une promesse se forma. Il serait celui qui chasserait les monstres pour qu'elle les cuisine. Une étincelle brilla dans ses yeux, la question qu'elle attendait depuis longtemps devint une réalité, leurs mains s'entrelacèrent tandis que Galbarus essuyait le sang de son visage, et elle l'aida à se nettoyer, quand Chaos s'interrompit comme un trouble fait, se plaignant que Galbarus soit assis torse nu devant une jeune fille, mais cela n'entama pas la joie du jour. Galbarus revint, tenant fièrement la tête de la bête, qu'il trouva être la vue la plus excitante, et tout le monde fut stupéfait par l'admiration de Milfi pour elle. Milfi monta dans le carrosse, rentrant chez elle après une journée bien remplie, et lui offrit une boîte de nourriture contenant des morceaux de viande de la bête. Galbarus en prit un morceau et le goûta, tandis que Chios s'inquiétait de la nécessité de faire tester la viande de monstre pour les toxines avant que quiconque ne la consomme, craignant les effets des poisons magiques persistants. Galbarus dit à Chios de se taire et de goûter la nourriture avant de juger, et il mit le morceau de viande dans sa bouche. Alors qu'ils mâchaient tous les deux, l'étonnement les submergea devant sa saveur incroyable, dépassant de loin leurs attentes. Milfi les regarda avec incrédulité, son histoire étant passée de celle d'une jeune fille crainte par les autres à une noble dame, partageant sa passion avec l'un des plus grands hommes du royaume.
Des larmes de joie remplirent ses yeux, dues à la gentillesse et à l'acceptation qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Elle sentit son cœur s'engager sur un nouveau chemin, découvrant la nature de cet homme, dit être un vilain terrifiant et sanguinaire, cachant sous ses traits sévères une beauté mystérieuse qu'elle n'avait vue que dans ses rêves. Elle hésita à l'idée d'avoir laissé ses rêves s'élever au-dessus de ceux à quoi elle était habituée. Et être tombait-elle amoureuse de lui sans le savoir? Après cette rencontre entre la princesse mangeuse de monstres et le duc fou de sang, Mylfie retourna au palais de sa famille, le cœur débordant de joie et de confusion à la fois. Elle ne savait pas si cet homme l'avait vraiment vue telle qu'elle était, ou s'il accepterait sa folie et sa passion étrange. Sa présence dans sa vie était une belle malédiction qui lui fit oublier sa peur du regard des gens. Alors que quelqu'un l'approchait pour la première fois sans crainte, elle cherchait un sens à la vie, ne réalisant pas qu'elle le trouverait dans les yeux d'un homme sanglant, dit ne vivre que pour tuer. Mais ce regard échangé avec elle brisa toutes les barrières qu'elle avait construites autour de son cœur pour atteindre un but caché encore non révélé. Quand elle arriva au palais, l'incertitude l'envahit entre la voix de la raison et l'appel de son cœur, jusqu'à ce qu'elle aperçoive son père, le comte Markslider, faisant signe au carrosse de loin, lui ordonnant de s'arrêter. Il s'approcha avec colère et ouvrit violemment la porte, lui adressant un flot de reproches, lui demandant ce qu'elle avait fait, et elle pensa que sa colère venait de son échec à attirer un prétendant lors de la fête des nobles. Mais elle fut choquée lorsqu'elle apprit que la raison était plus profonde que cela. Son père lui dit que son rang ne lui permettait pas d'approcher un grand-duc, puis la surprit en disant que Galbaras avait demandé sa main en mariage. Elle resta stupéfaite, incapable d'y croire, tandis que son père était confus, incapable de refuser ou d'accepter, car il savait que rejeter la demande d'un duc pouvait lui attirer le désastre. Quant à Mylfie, elle continua de le fixer, incertaine de qui d'entre eux devait avoir peur, toujours sous le choc et l'étonnement. Pendant leur conversation, le prince héritier et le frère adoptif de Galbarus apparurent. Galbarus expliqua qu'il avait envoyé ses chasseurs dans la forêt maudite pour attraper une bête pour la dot d'une mariée, mais il s'était emporté et s'était aventuré profondément dans le territoire des monstres, affrontant les plus féroces et les plus venimeux. Pourtant ils étaient tous revenus sains et saufs avec une proie magique rare. Maxime parla d'un ton mêlant taquinerie et admiration, comblant le fossé entre lui et son frère, l'exhortant à le traiter simplement comme avant. Cependant Galbarus resta réservé, rappelant le souvenir des 10 à 7 années qui les avaient séparés depuis que la famille royale l'avait adopté et nommé duc Orsted, tandis que Maxime conservait le titre de prince héritier. Maxime voulait briser la formalité imposée par Galbarus, alors il s'enquit du panier de nourriture en sa possession, demandant en plaisantant son contenu, puis goûtant un morceau de viande séchée. Étonné par sa saveur exquise qui surpassait celle de la table du palais, il demanda son type, et Galbarus répondit que c'était de la viande de monstre volant venimeux appelé Skart, ce qui le surprit par sa délicatesse au lieu de le repousser, et il admit que c'était 100 fois plus savoureux que le veau. Il promit de garder le secret si Galbarus lui donnait un autre morceau, sachant que la mystérieuse noble femme dont parlaient les rumeurs était celle qu'il avait créée. Galbarus se sentit mal à l'aise en entendant Maxime la décrire comme gourmande, un mot qu'il avait toujours blessé dans la bouche des gens, alors il le corrigea, disant qu'elle était Mylfie, la fille du comte Markslider. Le prince le regarda d'un regard profond. Comprenant que cette relation ne serait pas simple, elle dépassait la simple admiration. Néanmoins, il dit d'un ton indulgent qu'il lui donnait la permission de faire ce qu'il voulait. Tant qu'il était conscient des conséquences de ses actes, Galbarus répondit avec confiance qu'il avait tout considéré et qu'il suspendrait les parties de chasse jusqu'à son retour. Il partit mal à l'aise, embarrassé par les taquineries de son frère, tandis que Maxime restait à contempler l'étrangeté de ce qu'il avait entendu. Galbarus se rappela le moment où Mylfie se tenait bravement devant le monstre, le sang couvrant son visage sans nuire à sa beauté. Au contraire, cela ajoutait un charme mystérieux qui éveillait en lui une fascination irrésistible. Il écarta ce qui se disait d'elle, sa présence l'avait enchanté dès le premier regard. Pendant ce temps, Chios arriva avec des soldats pour annoncer qu'ils avaient enfin trouvé la bête recherchée, un spécimen de la forêt déchaînée. Le visage de Galbarus s'illumina de joie, car son cadeau tant attendu était prêt. Chios remarqua en plaisantant qu'il attendait avec impatience le jour où Miel Melfi partagerait un festin préparé par elle, étant sûr qu'elle présenterait un monstre à son goût, ce qui rendit Galbarus plus irrité par ses taquineries, doutant qu'il soit celui qui avait répandu la nouvelle de sa rencontre avec Melfi au prince. Chios ignora l'accusation avec un sourire, et Galbarus partit seul pensant à elle. Il craignait qu'elle n'ait pensé que son discours sur le cadeau n'était que flatterie ou un geste poli pour lui plaire, se rappelant ses larmes dont il avait été témoin. Il se jura de ne plus jamais la laisser pleurer, ni à cause de lui, ni à cause de qui que ce soit d'autre. D'autre part, Mylfie contemplait une lettre scellée de l'emblème royal de Galbarus. Elle hésita avant de l'ouvrir, son cœur battant violemment, car elle lui avait été livrée par un soldat chevauchant un rat aigle de feu, l'un des oiseaux du royaume. Elle fut captivée par la mention de l'oiseau, ayant toujours rêvé de le voir, puis elle pensa, comme d'habitude, à ce qu'il pourrait goûter. Mais son père interrompit sa rêverie, lui reprochant d'être distraite du contenu de la lettre, lui rappelant qu'elle avait été envoyée pour choisir un fiancé convenable, non pour attirer l'attention d'un duc d'un rang supérieur au sien. Elle raconta ce qui s'était passé à la fête, et comment elle avait sauvé 2 vieillards avant que la bête ne l'attaque, jusqu'à ce que le duc apparaisse et la sauve. Elle ouvrit la lettre, dans laquelle Galbaras avait écrit fermement qu'il l'avait rencontrée, et avait passé un court moment avec elle, mais l'avait trouvée digne d'une place qui lui convenait.
d'où sa demande en mariage. Elle lut les mots avec incrédulité que le propriétaire de cette lettre était le même homme qu'elle avait vu un jour au milieu du sang et du silence. L'homme calme, timide, sanguinaire dont les mots s'étaient transformés en douce pluie sur son cœur. Quant à son père, il cherchait un moyen de refuser une proposition de fiançailles officielle d'un duc célèbre, sans blesser sa fierté ni ouvrir la porte au conflit. Pourtant, Melfi ne prêta aucune attention à son opinion, elle emporta la lettre dans sa chambre et la relut à plusieurs reprises, incapable de se lasser de regarder ses lignes. Comment une personne qui savait tout d'elle et entendait ce que les gens disaient d'elle pouvait-elle encore vouloir être proche d'elle? Pour elle, ce n'était pas seulement un mariage, c'était une reconnaissance rare de son existence. Elle s'enfonça dans ses pensées, imaginant son visage dans son esprit, l'approchant au milieu du sang, un mélange de démons et d'anges en une seule forme. Son regard transperça son cœur comme s'il pouvait lire ses pensées avant qu'elle ne les exprime. Elle savait que ses pensées étaient étranges, pourtant lui seul les acceptait. Elle sentit une étrange attraction entre eux, comme s'il avait trouvé en elle quelqu'un qui le comprenait, tout comme elle comprenait la nature des bêtes. Pour eux deux, la vie n'avait de sens que si l'on trouvait quelqu'un avec qui partager sa passion. Soudain, une faible lumière émana du papier, révélant un second message caché. Son cœur trembla en lisant. « Après ton départ, l'ennui a envahi mes journées. Le temps passé avec toi fut le printemps de ma vie. Le plus triste fut d'apprendre que d'autres mangeaient ta viande préparée. J'ai appris que l'hiver a commencé sur tes terres, et je viendrai te voir avant que la neige ne recouvre les routes, le 10 à 8 de ce mois. » Elle porta la lettre à son père, ils la lurent ensemble sous le choc, échangeant des regards contradictoires. Il était stupéfait par l'audace du duc. Tandis qu'elle était submergée de joie, elle réalisa que le jour promis était demain. Elle sentait que les actions de Galbert dépassaient toute logique, un homme risquant sa réputation et son statut pour une femme connue comme la mangeuse de bêtes. Bien que les paroles de son père aient commencé à semer l'hésitation dans son cœur, la lettre restait un appel de quelqu'un qui la voyait vraiment telle qu'elle était. Assise dans sa chambre, entourée de silence, elle tenait la photo de sa mère et se souvenait de son ancien conseil. Trouver quelqu'un qui l'aimerait telle qu'elle était, elle sentait que ce souhait s'était enfin réalisé. Pourtant une question douloureuse demeurait. Accepterait-il le secret de son travail à l'institut de recherche qu'elle avait hérité de sa mère? Elle savait que la mission de sa mère n'était pas encore achevée et qu'elle devait poursuivre son chemin jusqu'au bout, que Galbert l'aime ou non. Le rêve plus grand ne pourrait être réalisé que si elle continuait à faire de la viande de bête l'artisanat qui était sa passion, sa vie et son héritage. Milvie s'endormit et ne se réveilla qu'en entendant la voix dure de sa belle-mère, Shelia, la secouant comme à son habitude et la réprimandant de ne pas être encore habillée le jour même où la famille attendait son destin. Shelia regarda Milvie, ses cheveux en désordre, ses yeux fatigués, une chambre enfouie sous la poussière et le désordre, des vêtements jetés partout. Elle ricana, disant qu'un tel état ne convenait pas à la fille d'un noble, que tout ce qu'elle savait faire était manger de la viande de monstre. Puis avec un mépris moqueur, elle ajouta que lorsqu'elle lui avait demandé de trouver un prétendant, elle ne parlait pas de quelqu'un d'aussi haut qu'un duc comme Galbur. L'homme qu'il aimait, dit-elle, était comme elle, fou, bestial, avec un penchant pour l'odeur du sang. Au même instant, un son terrifiant secoua les murs du château. Milvie courut à la fenêtre et vit une immense ombre noire descendre du ciel, Galbert chevauchant un dragon noir. Il atterrit lentement, majestueusement à ses côtés, lui disant qu'il était venu comme promis. Elle se souvint de son vœu qu'il lui apporterait le cadeau lui-même, et il l'avait accompli de la manière la plus spectaculaire. Il posa le dragon dans une cour isolée, et quand elle le vit, elle ressentit quelque chose d'étrange. Quelqu'un dans sa vie pouvait désormais affronter le monde pour elle. Galbert n'avait pas attendu sa réponse. Il était revenu sur son dragon, apportant avec lui un cadeau royal, inestimable. Une bête légendaire qu'elle pourrait cuisiner de ses propres mains. Sur ce, sa belle-mère déclara qu'elle n'assisterait pas à leur festin, insistant pour que le père de Milvie s'en occupe, et qu'elle ne rencontrerait pas un fou qui chevauchait un dragon. La colère monta dans la poitrine de Milvie. Elle annonça fermement qu'elle avait accepté sa proposition, et n'avait besoin de la permission de personne. Après s'être habillée rapidement, elle descendit le rencontrer. Galbert s'excusa d'être venu sans prévenir, expliquant qu'il ne pouvait plus attendre, tandis que Milvie ne pensait qu'à ses cheveux en désordre qu'elle n'avait pas eu le temps de coiffer. Caius s'excusa également de la manière dont ils étaient entrés dans la ville, disant que son seigneur ne pouvait plus supporter d'attendre. Galbert le réprimanda d'avoir révélé ce qu'il voulait cacher, puis se tourna vers Milvie, le visage mêlant sérieux et chaleur, l'interrogeant sur ses cheveux en désordre. Ses joues rougirent d'embarras, il lui demanda de l'accompagner pour qu'il puisse lui montrer le cadeau. Elle fut stupéfaite en voyant devant ses yeux la bête royale dont elle avait autrefois parlé comme d'un rêve lointain. Elle ne pouvait croire que son souhait innocent était devenu réalité. Galbert la conduisit dans la cour où la bête attendait, et ce fut le spectacle le plus magnifique qu'elle ait jamais vu. Devant elle se tenait le modèle royal, l'une des bêtes blanches les plus rares, mais celle-ci était différente. À la fourrure dorée, étincelante sous la lumière comme un trésor vivant, sa fourrure était parmi les plus précieuses, portée uniquement par les rois. Pourtant, Milvie ne la voyait pas comme une décoration, mais comme un grand festin gaspillé dans les salles des riches. Pour elle, laisser sa viande inutilisée était un gaspillage impardonnable. Galbert se tenait fièrement à ses côtés, rayonnant de satisfaction. Son cadeau n'était pas seulement une promesse tenue, c'était une déclaration claire qu'il était venu demander sa main lui-même. Quand il remarqua son étonnement et sa supposition que la bête était encore vivante, il prit sa main et la plaça sur sa poitrine afin qu'elle puisse sentir le pouls de la vie en lui, expliquant que la bête était seulement endormie, soumise par un léger sortilège.
Son visage s'éclaira, la viande était encore fraîche, ce qui signifiait que sa saveur serait meilleure que jamais. Elle commença à penser à voix haute, débattant s'il fallait la bouillir ou la rôtir, faire des tranches épaisses ou fines, cuisiner des steaks, des brochettes ou même des sandwichs chauds. Son cœur se remplit d'une joie qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Enfin, elle se tenait devant le rêve qu'elle avait poursuivi pendant des années. Dans son esprit, elle imaginait un festin royal digne du nouvel amour s'épanouissant dans un royaume qui n'en avait jamais connu de pareil. Elle regarda Galbers avec gratitude, et leurs regards se croisèrent. Tous deux se sentaient pris l'un par l'autre, chacun attiré par ce qui lui manquait en lui-même. Son père arriva avec les soldats, remerciant le duc d'être venu de si loin. Bien que déconcerté, il vit en Galbert un homme capable de comprendre sa fille malgré son étrangeté et sa passion controversée. Milvie demanda alors la permission à son père de laisser les dragons du duc voler vers le nord pour chasser. Il était déconcerté, se demandant si la bête était destinée à nourrir les dragons. Elle répondit audacieusement que la bête était son repas, que Galbert savait tout d'elle et était venu partager son amour pour la dégustation de la viande de monstre. Puis elle demanda à son père de leur permettre une visite à l'institut de recherche. Le père devint nerveux, il ne s'attendait pas à ce que les choses aillent si loin. Galbert intervint pour le calmer, disant qu'il savait tout ce qui se disait sur Milvie, mais qu'il était quand même venu demander sa main, les pressant de se dépêcher, car si la bête se réveillait, elle pourrait menacer tout le royaume du Nord. Il ajouta avec un sourire qu'il voulait lui-même goûter sa cuisine, dont il avait tant entendu parler. Le père, déconcerté, leur ordonna immédiatement de se rendre à l'institut avant que les choses ne s'aggravent. Galbert et Milvie s'envolèrent sur leur dragon vers le nord, les vents les emplissant du frisson de la liberté. Elle rit dans l'air autour d'elle pendant qu'il parlait des dragons, disant que c'étaient de magnifiques créatures mais pas aptes à être mangées. Elle sourit faiblement, pensant déjà à quelque chose bien au-delà du voyage. Quand ils atterrirent sur place, le duc remarqua un cercle magique gravé sur le sol de pierre en ligne ancienne. Elle expliqua que c'était l'œuvre de sa mère qu'elle avait développée à travers ses expériences pour préparer les créatures à l'extraction. Elle le conduisit à l'intérieur où elle alla chercher une bouteille de quartz trouble parmi ses outils conçus pour extraire le sang et l'énergie des êtres qu'elle étudiait. Le duc examina l'instrument avec une admiration silencieuse, tandis qu'elle expliquait ses capacités et la manière dont il pouvait se transformer par sa propre puissance. Puis elle parut soudainement excitée et demanda au duc de couper la tête d'une autre créature. Milvie décida de commencer à préparer la bête, admettant qu'il était difficile de manipuler un corps aussi grand seul. Le duc fit signe à ses soldats de l'aider, et les chevaliers de Galbraith se mirent au travail, des mains habiles, aiguisées par des années d'extraction de cornes, de griffes et de peau. Quand ils eurent fini, Milvie posa ses paumes sur la douce fourrure de la créature, admirant son éclat et imaginant quels vêtements royaux elle pourrait en faire. Mais elle était plus attirée par ce que les profondeurs de la créature cachaient. Elle éleva son cœur dans une prière silencieuse par respect pour la vie qui allait bientôt la quitter. Le cercle sous eux s'illumina lorsqu'elle l'activa. En un éclair, l'épée du duc étincela alors qu'il frappait la tête de la bête, qui tomba avant même qu'elle ne puisse réaliser ce qui s'était passé. Ses yeux s'écarquillèrent, émerveillés par la grâce et la précision de son mouvement. Elle leva la bouteille au-dessus de la lumière brillante et commença son chant, sa voix stable tandis que le sang cramoisi montait en flèche dans l'ouverture. L'énergie pulsait violemment, faisant trembler la bouteille et scintiller la lumière à l'intérieur, comme si le verre allait se briser. Le duc observa avec admiration le liquide dépasser les limites du récipient. Milvie devint confuse, cela n'était jamais arrivé auparavant. Aucune bouteille n'avait jamais débordé d'une telle énergie, mais s'arrêter était trop dangereux. Quand il la vit trébucher, le duc s'avança, demandant comment il pouvait aider. Sans rompre sa concentration, elle lui fit signe de remplacer la bouteille par une autre. Il obéit rapidement, échangeant les récipients d'un mouvement fluide. Milvie prit une profonde inspiration et continua son chant jusqu'à ce que la bête devienne complètement immobile et que l'extraction soit terminée. Quand ce fut fini, ses forces faiblirent, et le duc la rattrapa, la maintenant fermement dans ses bras jusqu'à ce qu'elle reprenne son souffle. Elle l'assura que le processus avait réussi. Il jeta un coup d'œil au corps de la créature, doux, brillant, exempt de pourriture, et exprima son admiration. Elle expliqua qu'elle avait appris à extraire le sang et l'énergie sans priver la chair de son humidité. La gardant fraîche et intacte, le duc fut de plus en plus impressionné par la précision de son travail et s'enquit de l'origine de ses méthodes. Elle parla de l'héritage de ses parents, comment sa mère avait inventé la technique et l'avait raffinée pendant une famine pour faire des créatures une source de survie pour leur peuple. Depuis la mort de sa mère, Milvie s'était consacrée à maîtriser le processus en l'honneur du travail de ses parents et pour continuer à sauver ceux qui avaient autrefois souffert de la faim. Pourtant, dans son ton persistait une légère trace de plaisir coupable. Alors qu'elle admettait sa fascination croissante pour la dégustation de la viande de créatures rares, le regard du duc resta fixé sur les bouteilles lumineuses, tandis qu'il s'interrogeait sur le but de Milvie en collectant le sang et l'énergie. Elle expliqua calmement qu'elle les utilisait comme combustible pour les feux afin de cuisiner ses repas et d'éclairer son installation pendant des mois. Ces mots le choquèrent, mais il sourit avec admiration avant de révéler une vérité glaçante. Que l'énergie contenue dans ces bouteilles était assez puissante pour détruire des nations entières. Milvie fut secouée, admettant qu'elle n'avait travaillé qu'avec des créatures inférieures et n'avait jamais imaginé de telles conséquences. Son expression s'adoucit alors qu'il lui rappelait comment la cruauté tordait souvent l'innocence en mal, promettant de la protéger de quiconque tenterait de lui nuire. Ces mots restèrent lourds dans l'air, emplissant l'espace d'un silence chargé, jusqu'à ce que la tension s'estompe lentement et qu'il fasse une remarque enjouée sur les rumeurs l'accusant de boire du sang frais. Elle le nia immédiatement, surprise par la pensée, tandis qu'il s'approchait, ses doigts effleurant une mèche de ses cheveux roux, admirant leur éclat et le scintillement de ses yeux verts qui captaient la faible lumière magique autour d'eux, et avoua qu'ils avaient capturé son cœur. Elle devint confuse, essayant de cacher sa rougeur.
insistant qu'il n'y avait aucun sortilège derrière son intérêt. C'était simplement un reflet naturel de la façon dont ses cheveux réagissaient à l'énergie ambiante autour d'eux. La tension s'apaisa en un silence maladroit, mais tendre alors qu'ils échangeaient des compliments hésitants, leurs mots chancelants, et l'air devenant plus chaud sans confession. Puis, dans un moment de douceur abrupte, le calme fut tranché par un son aigu qui les ramena à la gravité. Milvie retourna à son travail, lui rappelant qu'il devait finir de découper les créatures avant d'être convoqué au château. Le duc acquiesça et la suivit. Le duc nourrit son dragon, tandis que Milvie s'approcha gracieusement pour l'informer que la permission royale de chasser était arrivée. Il exprima son appréciation mais nota que la chair de la créature royale ne satisferait pas la faim de son dragon. Milvie réagit avec une surprise enjouée, demandant si le dragon s'était réellement plein. Elle trouva l'idée à la fois effrayante et amusante. Il admit que son dragon était insatiable, et presque comme pour le prouver, son estomac grogna bruyamment. Milvie sourit et demanda taquinement s'il avait faim lui aussi. Il répondit qu'il n'avait jamais ressenti une telle faim auparavant. Son regard dériva vers une assiette dressée avec soin, admirant l'aspect de la viande délicieuse. Le duc acquiesça avec enthousiasme, disant qu'il voulait la goûter fraîche, non vieillie. Ils échangèrent des regards complices de défis enjoués avant de décider de couper quelques morceaux et de les rôtir au-dessus du feu, se libérant des formalités. Le duc sortit une petite boîte d'épices rares, ce qui piqua la curiosité de Milvie. Elle en goûta une pincée et parut ravie de sa saveur, tandis que l'arôme des herbes emplissait l'air, et que le sel se mariait magnifiquement avec la viande. Il admit l'avoir volé au chef cuisinier, c'était un mélange rare qu'il gardait. Milvie sourit légèrement, lui rappelant qu'il ne goûtait pas de la nourriture, il testait le poison. Il hocha la tête avec un sérieux fin. Elle saupoudra les épices et alluma le feu, suggérant de bien la cuire pour la sécurité, tandis que le duc grommelait à propos de l'attente, la qualifiant de torture. Quand il pensa que la viande était prête, elle le nia calmement, lui demandant de la retourner encore jusqu'à ce qu'elle atteigne la perfection. Alors qu'il s'apprêtait à goûter la viande rôtie, un bruit fort rompit le calme, les déséquilibrant et provoquant une confusion soudaine. Le duc s'irrita aussitôt en essayant de renvoyer Chaos, insistant que ce pourquoi il était venu pouvait attendre, mais les yeux perçants de Chaos aperçurent la viande flamboyante et l'odeur de rôtissage qui emplissait l'air. Un sourire malicieux se répandit sur son visage, alors qu'il demandait sarcastiquement ce qu'il faisait là, tout en remarquant leurs expressions surprises. Le duc se dépêcha de lui remettre le décret royal et lui dit de nourrir les dragons. Mais Chaos resta immobile, soulignant que les dragons grognaient de faim, tandis que leur maître festoyait seul. Face à la vérité, le duc lui offrit à contre-cœur une part. Chaos saisit l'occasion et en demanda davantage, forçant le duc à céder. Non satisfait, Chaos se tourna vers Milvie, suggérant que les chevaliers qui avaient longtemps enduré la viande de monstres insipides méritaient une chance de goûter à la nourriture noble. Il plaisanta en disant que c'était un devoir honorable de tester le repas avant de le servir. L'odeur de la viande s'intensifia à mesure qu'elle cuisait, allumant une faim visible dans les yeux des soldats. Le duc tenait une assiette de brochettes, gardant le premier morceau pour lui-même lorsque Chaos s'approcha, le refusant et en choisissant un autre juste pour être sûr. Le visage du duc rougit alors qu'il s'accrochait obstinément au premier morceau, mais Chaos continua de le taquiner, lui rappelant que c'était le premier plat que Dame Milvie avait jamais préparé pour lui. Le duc s'irrita, l'accusant de jouer, mais Chaos en rit, affirmant qu'il avait simplement faim de bonne nourriture. Milvie tendit un morceau à Chaos pour qu'il le goûte. Il le prit sans hésitation tandis que tout le monde regardait en suspens, puis ses yeux s'écarquillèrent de plaisir. Il déclara la saveur exceptionnelle, exemple de tout goût de gibier, fondant en bouche avec une richesse comme un vin doux. Le visage de Milvie rayonnait de bonheur, tandis que le duc grommelait que toute la situation était une pure torture, craignant qu'il n'y ait de la magie cachée. Il demanda à Chaos s'il ressentait un quelconque mal, et Chaos répondit avec confiance que c'était parfaitement sûr, ajoutant que ce n'était rien comparé à la viande de bête coriace à laquelle ils étaient habitués. Néanmoins, il avertit que les effets magiques pouvaient être retardés, alors le duc attendit à contre-cœur. Milvie expliqua qu'elle n'avait jamais personnellement expérimenté d'empoisonnement magique, mais qu'elle avait entendu dire que les symptômes pouvaient apparaître immédiatement ou après une nuit. Le duc, impatient d'attendre, attrapa Chaos et déclara qu'il en avait assez des taquineries, et qu'il mangerait lui-même. Les soldats, enflammés par ces paroles, se joignirent rapidement, se plaignant qu'il n'était pas juste que Chaos en profite seul. Souriant chaleureusement, Milvie les encouragea à manger avant que cela ne refroidisse, les rassurant qu'elle avait des remèdes prêts si quelqu'un se sentait mal et que le palais prendrait soin d'eux. Les soldats acclamèrent avec enthousiasme, emplissant l'endroit d'une joie partagée, tous goûtèrent la viande avec avidité, étonnés par sa saveur exquise. Le duc la loua, notant qu'elle n'avait aucune trace forte ou désagréable, tandis que Milvie expliqua qu'elle restait tendre même après avoir un peu refroidi, et que le régime alimentaire végétal de la créature donnait à la viande une saveur riche et fruitée. Le duc admira son génie, mais elle attribua le mérite à la recherche de sa défunte mère. Il insista qu'elle méritait les éloges, admettant qu'il n'avait jamais pensé que la viande de monstre pouvait être si bonne après des années à manger des aliments secs et fades. La foule fut de plus en plus impressionnée, les aides demandant à apprendre sa méthode, et les chevaliers suggérant de livrer leur prochaine chasse à son installation. Chaos sourit en signe d'accord, bien qu'une pointe de regret le traversa pour toutes les délicieuses créatures gaspillées par le passé. Milvie rit doucement, notant que peu de gens comprenaient vraiment sa nature, et que certains considéraient encore la consommation de chair de créatures comme tabou parmi eux. Alors que tout le monde savourait le repas, le duc ne put résister à l'arôme persistant. Il tendit la main pour un autre morceau, mais se figea lorsque sa douce voix l'appela par son nom. Déconcerté, il trouva rapidement des excuses, insistant qu'il mangerait son dîner plus tard. Elle sourit simplement et lui dit qu'elle se dirigeait vers le laboratoire et l'invita à la rejoindre. Quand ils entrèrent, le duc fut stupéfait par l'ampleur de l'endroit
et par le fouillis d'outils et de papier qui le remplissaient, une sorte de chaos organisé qui mêlait recherche et créativité. Milvy s'excusa pour le désordre, mais il le trouva inspirant, le qualifiant d'exemple parfait de l'atelier d'un scientifique. Ses yeux tombèrent sur des instruments tranchants munis de pointes, et elle expliqua qu'elle les utilisait dans ses pièges pour attraper des créatures. Il fut impressionné par son ingéniosité en la regardant préparer calmement du thé, puis demanda si les chevaliers l'aidaient à la chasse. Elle dit que parfois il l'aidait, parfois elle engageait des chasseurs des villages voisins, et parfois elle y allait seule. Son audace le surprit et il demanda si le comte ou les habitants s'opposaient à son travail. Elle répondit qu'elle n'allait pas à l'encontre de leurs croyances, mais qu'elle était consciente du conflit intérieur qu'il ressentait envers elle et la recherche de sa mère, car même ce que sa mère avait sauvé de la faim avait caché le fait qu'il survivait en mangeant la chair de la créature. Le duc comprit sa difficulté et mentionna comment dans son propre royaume il était largement cru que manger les créatures était interdit. Milvy admit qu'elle n'était pas courageuse, juste dévouée à poursuivre l'héritage de sa mère. Le duc demanda alors pourquoi elle insistait pour suivre une voie que son peuple rejetait, et elle lui rappela la tragédie survenue il y a 10 à 7 ans. Il hocha la tête tristement, se souvenant que c'était la raison pour laquelle il avait été élevé comme pupille par une autre famille. Il lui prit doucement la main et la conduisit au canapé, disant que l'histoire était plus facile à raconter face à face. Une fois assis, il lui demanda de parler ouvertement, et s'enquit de l'origine du surnom de démon avide que les gens lui avaient donné. Elle hésita un instant, et il ramena doucement la conversation à la raison de sa visite et de sa proposition, expliquant qu'il en savait beaucoup sur sa famille. Elle admit que son passé et sa réputation faisaient d'elle un fardeau dans la société noble, mais il écarta cette pensée, insistant qu'il ne voulait pas qu'elle abandonne ses recherches et que la famille Galbraith pourrait lui donner la liberté de poursuivre son travail sans restriction. Il leva son regard vers elle et dit qu'il voulait mieux la connaître, pas seulement dans sa science, mais aussi en tant que personne. Milvy se figea, ne sachant que dire. Il continua, confessant douloureusement que lui aussi avait été appelé le duc sanguinaire, un homme trempé dans le sang des créatures qui ne se voyaient pas dignes de son titre, puis il lui demanda si elle avait peur de lui. À cet instant précis, elle réalisa, le cœur tremblant, que lorsqu'il avait dit vouloir la connaître vraiment, il parlait de son âme, de cette part d'elle qui craignait, tout comme lui craignait, et qui dissimulait sa propre faiblesse, exactement comme il le faisait. En elle, les émotions s'entrechoquaient. Elle se demandait s'il la voyait réellement comme une partenaire, ou simplement comme une nouvelle expérience qui attisait sa curiosité. Sa dernière question persistait en elle. Galbraith resterait-il à ses côtés une fois qu'il aurait tout appris sur les recherches de l'Institut, son véritable objectif, et la raison héritée de sa mère qui l'a poussé à consommer la chair des monstres? La regarderait-il toujours avec ce regard empli d'amour et d'admiration, ou la verrait-il comme tout le monde? Et lorsque les secrets et les expériences de sa mère seraient révélés devant lui, choisirait-il de partager sa vision ou de fuir vers les ombres d'où il venait? Milvy ne se souciait guère des mots durs que Galbus prononçait à son propre sujet. Elle lui dit qu'il lui était impossible de le qualifier d'effrayant et qu'elle le trouvait plutôt beau, pas effrayant du tout. Cela rendit Galbus extrêmement embarrassé. Il lui demanda si elle le pensait vraiment, et Milvy lui assura qu'il était très beau. Elle était excitée, bien qu'elle craignît de l'avoir blessé avec ses paroles, alors elle continua de le complimenter abondamment. Elle lui dit que sa beauté faisait battre son cœur, mais Galbrus lui demanda si cela la rendait craintive. Milvy lui répéta que c'était merveilleux pour elle, et à ce moment-là, Galbus soupçonna qu'elle était être sous l'effet d'un sort, mais Milvy lui dit qu'elle n'avait jamais oublié sa perspicacité. Alors Galbus réalisa que Milvy était gênée par sa rudesse, mais elle lui expliqua que c'était naturel pour quelqu'un qui chasse les monstres, que son rôle était très important, et que combattre des monstres impliquait qu'il était normal que du sang éclabousse sur lui. Malgré tout, Galbrus lui dit qu'il manquait de raffinement, et que cela pourrait la déranger. Mais Milvy répondit qu'elle le voyait comme quelqu'un qui apportait la paix non seulement au peuple, mais à la nation entière, et qu'à ses yeux, il était d'une grande noblesse. Puis Galbrus demanda à Milvy ce qu'elle pensait de lui en tant que fiancé. Elle fut surprise par la question, puis commença à imaginer Galbrus en fiancé, et pensa que même à ce stade, il ferait un excellent chevalier. Milvy se dit que Galbrus serait plus que suffisant en tant que duc, bien que leurs statuts sociaux posassent un dilemme. Néanmoins, elle pensait que ce serait parfait de l'avoir auprès d'elle toute la journée, et que cet homme la laisserait faire tout ce qu'elle désirait. Puis elle lui dit qu'elle allait répondre à sa question. Elle affirma qu'il ferait un mari parfait pour n'importe quelle jeune femme, mais se demanda pourquoi il l'avait choisi, elle. Elle ajouta que le peuple ne l'accepterait jamais, puisque la foi vitaliste n'était pas répandue dans le pays de Galbus. Mais s'il épousait la mangeuse de chair maléfique que tout le monde évitait. Avant qu'elle ne puisse finir, Galbrus l'interrompit et dit que le peuple l'accueillerait chaleureusement. Puis il lui demanda si elle connaissait la forêt d'Irazeni. Milvy répondit qu'elle connaissait bien la forêt et qu'elle était pleine de monstres, ce qui surprit Galbrus car plus il tuait de monstres, plus il en apparaissait. Il dit qu'il pouvait se débarrasser de leurs carcasses. Mais là où les monstres faisaient rage, l'énergie magique s'accumulait, produisant finalement des toxines magiques. Il expliqua qu'il devait continuer à chasser les monstres pour empêcher cela. C'était le destin de tous ceux qui portaient le nom de Galbrus, mais pour Galbrus, les monstres n'étaient que des proies. C'est pourquoi il fut choqué d'entendre Milvy parler avec envie de les manger et de l'avoir préparé ce plat royal. Sa perspective sur les choses était vraiment avancée. Galbrus admit à Milvy que son peuple mangeait aussi des monstres, mais n'avait jamais pensé que cela pouvait être une méthode pour les vider de leur magie. Milvy espérait que ce n'était pas sa seule force. Galbrus lui demanda si elle transformait les monstres en précieuses sources de nourriture,
Il dit que naturellement les gens l'accueilleraient alors. Mylvie réalisa que ses recherches pourraient être utiles à Galbrus. Elle se dit que si elle pouvait aider quelqu'un, alors ses propres recherches et celles de sa mère seraient enfin accomplies. Et c'était tout ce dont elle avait besoin. Galbrus dit à Mylvie qu'elle n'aurait besoin de rien tant qu'elle serait avec lui, qu'il la protégerait de tout mal, et lui demanda d'utiliser ses vastes connaissances pour aider le peuple. Mylvie devint très excitée et rompit l'accord contractuel entre elle et Galbrus, puis elle le remercia pour son offre généreuse, lui disant que c'était plus qu'elle ne méritait. Cela fit penser à Galbrus qu'elle allait refuser sa proposition, mais Mylvie l'interrompit et lui dit qu'elle acceptait avec enthousiasme. Elle dit que la chose la plus importante pour elle était sa recherche et qu'elle pouvait faire tout ce qu'une dame pouvait faire. Elle lui expliqua que si la chasse aux monstres était son devoir, alors elle lui préparerait de délicieux plats sans gaspillage, et si cela suffisait, s'il vous plaît, épousez-moi tout de suite. Puis Claudie arriva et demanda à Galbrus de l'accompagner pour rencontrer le comte au château où il l'attendait. Galbrus commença à marcher, Mylvie derrière lui, mais Claudie arrêta Mylvie et lui murmura qu'elle ne devait révéler ses recherches à personne qu'elle ne connaissait pas bien, puis il dit à Galbrus qu'il montrerait le chemin. Pendant qu'il marchait vers le comte, Galbrus se souvint du moment où Claudie avait écouté sa conversation avec Mylvie et repensa à la façon dont le duc sanglant avait fait sa demande en mariage à la fille du comte. Lorsqu'ils entrèrent dans la chambre du comte, Galbrus demanda la main de Mylvie en mariage et dit que c'était un grand honneur. Le comte dit à Galbrus que la nouvelle était très bonne pour lui, mais qu'en était-il de l'incident du banquet? Galbrus lui répondit que cette journée avait été très morne pour lui, car il avait tué des monstres et était couvert de sang, et quand Mylvie l'avait vu, elle n'avait pas eu peur du tout, et n'avait même pas détourné le regard. Il savait que c'était surprenant, et que même un membre de sa propre famille ne pouvait se défaire de cet événement. Après que le comte eut accepté, Galbrus lui demanda de signer le contrat, mais le comte expliqua le problème de Mylvie. Elle mangeait de la chair de monstre, Galbrus dit qu'il n'avait aucun problème avec cela, et en fait, l'encourageait. Le comte signa le contrat et dit à Galbrus qu'il était très reconnaissant qu'il admirât sa fille, mais Galbrus lui répondit que ce n'était pas seulement de l'admiration, il la désirait vraiment. Le comte demanda alors pourquoi il cherchait une fiancée alors que sa famille avait déjà adopté de nombreux héritiers depuis des générations. Galbrus répondit que c'était une question naturelle mais que la réponse du comte viendrait en temps voulu, puis il expliqua pourquoi il la voulait, parce qu'elle était attirante. Le comte rit mais dit ensuite que dans cette contrée où la foi du spiritualisme était forte, son destin était de vivre dans la honte. Il avait prévu de l'envoyer dans un couvent, il avait été contraint de prendre de nombreuses décisions, pourtant son statut de comte l'empêchait de faire tout ce qu'il désirait. Même s'il était son père, il ne pouvait la protéger. Mais Galbrus donna sa parole au comte. Une fois que Mylvie rejoindrait la famille Galbrus, il la protégerait et lui demanda de se rassurer et de lui laisser faire. 10 jours plus tard, Mylvie rassembla ses affaires pour emménager dans le manoir de Galbrus. Elle collecta également tout ce qui concernait ses recherches comme Galbrus l'avait demandé. Galbrus jeta un puissant enchantement sur leur contrat de fiançailles et assura à Mylvie de ne s'inquiéter de rien. Il jura de ne jamais rompre leur fiançailles, puis lui prit la main et lui dit qu'il voulait égaler la sincérité et la détermination qu'il voyait en elle, et lui demanda de ne rien dire à Caius, afin qu'il ne grogne pas contre elle. Puis le comte demanda à Galbrus de ne pas mentionner ce détail à Mylvie, mais Galbrus savait que le comte était celui qui répandait des rumeurs sur la sorcière avide au sein de la haute société, ternissant délibérément leur réputation pour la protéger de ceux qui voulaient exploiter ses recherches à des fins maléfiques. À ce moment-là, le comte admit qu'il était allé trop loin, mais Galbrus lui demanda d'essayer de limiter cela à l'avenir. Puis Melfi demanda de quoi il parlait, mais ils ne lui répondirent pas. Melfi se rendit alors dans sa chambre, et l'un des serviteurs vint lui dire que le modèle royal était prêt pour le transport, et que les dragons transporteraient la cargaison congelée par les airs. Cela rendit Mylvie très excitée. Elle remercia Mulan et lui dit de s'assurer que tout restait bien congelé. Puis Mulan lui demanda « Et la fourrure dorée appartenant au modèle royal ?» Mylvie décida de la laisser en place, disant qu'elle coudrait des manteaux chauds pour son père et son fils. Après cela, Mulan partit et Mylvie le remercia de nouveau. Mylvie regarda les objets restants et vit qu'elle avait presque terminé, mais un instant, elle pensa à la rapidité avec laquelle elle allait emménager avec son fiancé. Elle se demanda si c'était ainsi que cela se passait habituellement pour les couples fiancés ou mariés, puis elle se souvint de ce que Galbrus lui avait dit, que l'hiver à Marshall Reed était très long et qu'il ne voulait pas attendre le printemps. Elle revint au présent et dit qu'elle devait se préparer à rencontrer sa famille. Puis elle tint la photo de sa mère et se demanda « Comment c'était pour toi, maman ?» Elle lui manquait énormément. Après cela, l'un des serviteurs entra et lui dit que Galbrus l'attendait. Mylvie demanda au serviteur Herman de bien prendre soin du comte et Herman l'assura qu'il le ferait. Elle quitta ensuite la pièce, jetant un dernier regard avant de partir, incapable de croire qu'elle n'y reviendrait jamais. Elle se rendit ensuite dans la chambre de son père, frappa à la porte et entra pour y trouver Shelia. Mylvie lui demanda ce qu'elle faisait là. Shelia répondit qu'elle était la belle-mère de Melfi et qu'elle devait dire au revoir à sa fille avant son mariage, puis ajouta que l'odeur des dragons était dégoûtante. Melfi demanda où était son père, et Shelia dit qu'il était dehors, organisant les bagages de Melfi qui seraient envoyés chez Galbrus. Shelia dit à Mylvie de ne laisser aucune de ses affaires derrière elle, mais Mylvie répondit qu'elle laisserait la fourrure dorée et demanda à Shelia de l'utiliser pour faire des vêtements pour son père et son fils. Mais Shelia réprimanda Mylvie, l'accusant d'avoir séduit Galbrus pour qu'il l'épouse.
Elle lui dit aussi que si elle et le duc avaient un enfant, le fils de Chilia serait le seul héritier de la famille. Milfi lui répondit qu'elle s'était mariée en dehors de la famille et qu'elle dédierait sa vie à servir la famille Galbrus. Cela mit Chilia en colère, qui lui dit qu'elle était exactement comme sa mère, gardant toujours le meilleur pour elle-même. Elle affirma qu'elle ne supportait pas sa mère et ne la supportait pas non plus. Elle menaça Milfi que si jamais elle rompait ses fiançailles, elle n'aurait plus de foyer et serait envoyée directement dans un couvent. Mais Melfi avait déjà envisagé cette possibilité. Puis Chilia lui dit qu'elle avait fini de parler et lui demanda de partir car elle ne supportait pas l'odeur des dragons. Melfi quitta la pièce, se sentant triste bien qu'elle ne s'en souciait pas vraiment. Au moins elle avait entendu le nom de sa mère une dernière fois. Puis elle alla voir son père et le comte lui demanda si elle était prête. Melfi répondit qu'elle l'était, qu'elle avait tout emballé et qu'elle portait le manteau de sa mère. Elle se souvint aussi de sa mère et demanda à son père si sa mère l'avait fait pendant l'hiver, n'est-ce pas? Le comte confirma, disant qu'elle avait vu sa première neige dans cette ville et qu'elle était si excitée qu'elle en était tombée malade. Elle se comportait toujours comme une enfant, ajouta-t-il avant de s'excuser. Mais Melfi lui demanda de ne pas le faire, puis Galbrus arriva, descendant du ciel en volant. Il dit à Melfi qu'il était venu pour elle. Melfi s'avança vers lui, et Galbrus lui baisa la main et lui demanda comment elle allait, la rendant si timide que le comte rit d'eux, surpris par l'audace de Galbrus. Galbrus dit alors au comte qu'il aimait vraiment sa fille. Il demanda à Melfi si elle avait fini de faire ses bagages, elle répondit oui. Il lui demanda ensuite si elle voulait toutes ces choses, mais Melfi ne les voulait pas vraiment. Il demanda s'il devait les brûler, puis lui tint fermement la main et dit au comte qu'il emmènerait Melfi avec lui. Le comte dit au revoir à sa fille et lui dit qu'il se reverrait au printemps, mais Galbrus lui répondit qu'elle pourrait ne pas pouvoir revenir d'ici là. Le comte s'enquit des arrangements à prendre avec la famille Galbrus pour le mariage, mais Galbrus dit qu'il lui enverrait tout le nécessaire. Melfi fut surprise par ces paroles, puis ils s'envolèrent haut avec le dragon. Le comte dit à Galbrus qu'il y avait beaucoup de choses à discuter, mais Galbrus lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il protégerait Melfi, puisqu'il avait à la fois la force et le statut pour le faire. Il ajouta que brûler les déchets serait une tâche ennuyeuse pour eux, alors, comme il était de bonne humeur aujourd'hui, il s'en occuperait lui-même. Il brûla tout. Mais Claudie pensa que Galbrus était allé trop loin, et Galbrus lui demanda de lui pardonner, l'invitant à servir la famille Galbrus, promettant de lui faire une place spéciale. Claudie refusa fermement, laissant Melfi très surprise. Après que tout le monde fut émerveillé par l'incendie que Galbrus avait provoqué, Galbrus eut une conversation avec Melfi pendant qu'il volait sur le dos du dragon. Puis Galbrus demanda à Melfi si sa maison lui manquerait, mais Melfi la manquerait naturellement, cependant, elle voulait aussi voir un avenir meilleur avec lui. Galbrus conseilla à Melfi d'agir naturellement dans le château de Galbrus, et ce qui était requis d'elle en tant qu'épouse était d'apprécier et de réconforter son mari, mais Melfi ne savait pas si elle était capable de faire cela ou non. Cependant, Galbrus étreignit Melfi et lui dit qu'elle irait bien et qu'il se sentait en paix avec elle maintenant, ce qui rendit Melfi très timide. Puis Galbrus dit à Melfi qu'il aimait l'entendre parler des monstres et lui dit qu'il était facile de chercher des monstres dans la ville de Galbus et qu'il chasserait des monstres pour elle, ce qui étonna Melfi. Mais Galbrus lui dit aussi que les chevaliers qui avaient essayé le modèle royal avaient apparemment répandu la nouvelle et que tous les hommes attendaient avec impatience de voir quels autres monstres elle apporterait, ce qui rendit Melfi très heureuse, et elle se dit que le duc était un homme très gentil. Pendant qu'il continuait de voler, Melfi vit l'endroit d'en haut, délimité en rouge, et dit à Galbrus que c'était très beau. Mais Galbrus dit à Melfi que c'était comme la couleur de ses cheveux et que c'était magnifique, mais Melfi dit que c'était pas si beau, mais Galbrus lui parla du moment où elle utilisait la magie, ce qui faisait briller ses cheveux, et qu'il était très fasciné par cela. Il mit ses mains dans les cheveux de Melfi et lui dit qu'elle était belle, ce qui rendit Melfi très embarrassé lorsqu'il toucha ses cheveux. Puis la nuit tomba sur eux et Melfi continua d'être émerveillée, mais les dragons avaient de la lumière sur leur tête afin qu'ils puissent reconnaître leurs emplacements respectifs. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, ils passèrent au-dessus d'une ville et les habitants virent les dragons comme des météores dans le ciel. Galbrus dit à Melfi qu'ils allaient à une forteresse retirée à la frontière, mais il lui dit de ne pas s'inquiéter car elle s'était sentie inquiète quand il lui avait parlé d'une forteresse, mais Galbrus la rassura et lui dit qu'il lui trouverait une chambre où elle serait à l'aise. Melfi se demanda s'il y avait des rivières et des forêts à la frontière, et s'il prendrait le petit déjeuner et le dîner demain en plein air, mais il était évident que Galbrus la mécomprit, et qu'elle devint très excitée parce que Melfi pensait que cela rendrait l'alimentation des dragons plus simple et plus facile, mais Galbrus pensait que les dragons n'avaient besoin que d'un endroit pour dormir et ne transportaient que des rations de campagne, et pensait que Melfi préférait la ville. Mais Melfi demanda à Galbrus de ne pas s'inquiéter pour elle, et lui dit aussi que les monstres poissons étaient abondants maintenant car c'était leur saison de reproduction, et qu'il pourrait y avoir des fruits de monstres dans la forêt aussi. Et si jamais ils avaient des monstres qu'elle n'avait vus que dans des livres, elle voulait aussi les essayer, ce qui fit rire Galbrus à propos des monstres poissons, et il lui dit qu'il y avait des anas dans la rivière, à cette période de l'année, ce qui surprit Melfi car ils n'avaient pas de zanas dans leur pays, et elle aimerait en essayer un si Galbrus pouvait l'attraper, mais Galbrus lui dit que cela nécessitait une embuscade serrée et de les tirer de l'eau, ce qui fit désespérer Melfi car elle apprit que la capture de Zainas prendrait beaucoup de temps. Mais Galbrus demanda à Melfi de ne pas désespérer, car à cette période de l'année, la nuit est très longue, et il lui tendrait une embuscade ce soir et la vérifierait demain matin.
Melfi demanda à Galbrus s'il était sérieux, mais Galbrus considérait qu'un repas chaud et frais était meilleur que des rations préparées, et qu'il attendait avec impatience le petit déjeuner de demain, mais Melfi se souvint des mots de Caio lui disant que leur chevalier n'avait mangé que de la terrible chair de monstre jusqu'à présent, puis elle revint au présent et demanda à Galbrus s'il avait déjà cuisiné des monstres qu'il avait tués auparavant. But Galbrus lui dit qu'elle ne qualifierait pas cela de cuisine complète car c'était rance et coriace, et il lui expliqua qu'ils y avaient recours lors de longues missions quand ils avaient faim, et qu'ils le grillaient pour ne pas se faire mal à l'estomac, mais qu'au final ils souffraient à cause de leur estomac. Mais Melfi pensa qu'il l'avait mangé sans en retirer les toxines, et lui demanda s'il savait quel type de monstre il avait consommé. Galbrus lui répondit et lui dit que c'était une Beluvia et qu'elles étaient rances, et certaines d'entre elles étaient fondamentalement immangeables. Et cela ne pouvait pas être considéré comme de la nourriture, et il semblait qu'elle était entourée d'un feu très ardent, et son intérieur était comme de la boue, mais il avait perdu connaissance et ne se souvenait pas s'il l'avait bu dans son état de faim extrême. Après avoir atteint le fort retiré, il demanda à Melfi de s'accrocher fermement à lui et commença la descente rapide. Pendant que les chevaliers parlaient avec les gardes, Galbrus demanda à Melfi de déballer les affaires dont elle aurait besoin à cet endroit. Pendant que Melfi faisait cela, Galbrus s'approcha d'elle et lui dit qu'il n'était pas trop tard pour entrer dans la ville et qu'il avait perdu la tête en pensant la laisser rester ici pour une nuit. Mais Melfi ne se sentit pas du tout agacée par cela et lui dit que ce fort lui rappelait son centre de recherche et qu'il était normal pour elle de dormir à même le sol, et en plus de cela, il serait avec elle, et il n'y avait rien à craindre. Puis ils se rendirent dans la chambre de Melfi et Galbrus lui demanda de se reposer du voyage, mais Melfi lui dit qu'elle ne se sentait pas fatiguée car il lui avait fourni de la magie. Puis Melfi sentit une étrange odeur et commença à la suivre, puis informa Galbrus de la présence de quelque chose de pas bon, puis elle se rendit à la cuisine, ce qui surprit les serviteurs par sa présence. Et l'un des serviteurs lui dit qu'elle ne devrait pas être ici, mais Melfi demanda la permission du roi, puis leur dit qu'il cuisinait une bouillie fine, et leur expliqua que cela ne les rassasierait pas, mais elle posa ses affaires sur la table, et leur montra de la viande de mulet royal, ce qui provoqua l'étonnement des serviteurs. Melfi leur dit que c'était du mulet royal salé, et leur assura qu'elle en était très sûre. Mais l'un des serviteurs, nommé Zet, demanda si c'était la viande de la bête dorée, mais Mulan demanda à son ami de ne pas froncer les sourcils car Melfi avait apporté cette viande pour eux. Melfi demanda à Zet « Tu n'étais pas présent lors de la dégustation, n'est-ce pas ?» Puis Zet demanda à Mulan s'il était sûr que lui et Monsieur Chios n'avaient pas perdu la tête, et Mulan en était sûr. Puis Melfi coupa la viande et la mit sur le feu pour en retirer les toxines et demanda à Zet de l'essayer. Mais Mulan demanda à Melfi qu'il voulait aussi essayer. Mais Zet ne pouvait pas croire qu'il mangerait cela, mais Mulan lui dit qu'il manquerait beaucoup de choses s'il était pur. Puis Melfi prépara sa portion de viande et la lui donna, et quand Mulan mangea son morceau, il l'apprécia beaucoup, et dit que c'était très délicieux et frais aussi. Mais les serviteurs entendirent la voix de Galbrus, ce qui provoqua leur choc, et Galbrus demanda aussi à Melfi qu'il voulait en manger. Melfi s'approcha de Galbrus et lui parla de sa portion également disponible, et le tint, et après elle lui demanda de manger, mais Galbrus refusa parce qu'elle ne l'avait pas nourri en premier. Mais Melfi pensa à la façon de le nourrir comme la bonne le faisait avec son petit frère, et qu'elle avait l'habitude d'appeler son nom jusqu'à ce qu'il la regarde. Quand elle fit cela, Galbrus regarda Melfi, et elle le nourrit immédiatement de la viande. Après que Galbrus eut mangé, Melfi lui demanda ce qu'il en pensait, mais Galbrus lui répondit « c'était bon ». Ensuite Zet mangea la viande à son tour, et Melfi lui demanda aussi son avis, et Zet dit à Melfi que c'était vraiment excellent, puis elle leur dit « si nous allons les cuisiner tous ensemble », alors elle demanda à Zet et Mulan de couper la viande en petits morceaux, ce qui les rendit très enthousiastes et joyeux. Ensuite tout le monde sortit pour manger la nourriture que Melfi avait apportée, mais Melfi était ravie de voir tout le monde content. Galbrus lui expliqua qu'ils étaient heureux grâce au plat qu'elle avait préparé, un mets à l'odeur si agréable, et lui demanda si elle avait fait quelque chose de spécial. Melfi avait simplement coupé la viande et l'avait fait frire à feu doux. Quand Galbrus donna à manger à Melfi, celle-ci lui dit qu'elle pouvait se nourrir seule, et lui demanda d'essayer la viande salée. Mais Galbrus refusa catégoriquement, lui affirmant qu'il tenait absolument à la nourrir lui-même, mais Melfi, voyant l'insistance de Galbrus, mangea la nourriture de sa main, lui disant que c'était délicieux, et lui demanda de manger le reste seul. Cependant, Galbrus ne fut pas d'accord, et lui demanda de manger de ses mains encore une fois, jusqu'à ce qu'elle ait terminé son assiette entièrement. Après cela, Galbrus demanda à Melfi de lui parler d'une question importante, à savoir de l'appeler de manière moins formelle, ce qui provoqua la grande surprise de Melfi face à cette requête. Melfi l'appela Duc, et Galbrus pensa que c'était mieux, et lui dit que selon Chios, tous les couples fiancés s'appellent par leur prénom ou des termes affectueux. Mais Melfi lui expliqua que ses parents s'appelaient par leur nom, et qu'elle se sentait gênée de l'appeler ainsi, n'y étant pas habituée. Elle lui assura cependant qu'elle s'y ferait progressivement, mais Galbrus suggéra qu'elle l'appelle par son titre, mais Melfi l'appela Roger, ce qui fit que ses yeux devinrent dorés, ce qui stupéfia Melfi. Elle lui dit que ses yeux avaient changé, et lui demanda s'il allait bien. Elle demanda de l'aide à l'un des assistants présents. Quand Mulan s'approcha d'eux, Galbrus affirma qu'il allait bien et qu'il avait simplement perdu le contrôle de son pouvoir magique pendant un court instant. Melfi pensa et se dit que cela lui était arrivé à cause de la viande qu'elle leur avait donnée. Mais Mulan tenta de rassurer Melfi à propos de Galbrus, lui disant de ne pas s'inquiéter, car le pouvoir magique de Galbrus était immense, qu'il pouvait en stocker bien plus que n'importe quelle personne ordinaire, et qu'il irait mieux une fois qu'il en aurait libéré une partie,
mais Galbrus dit à Melfi qu'il allait bien et qu'il irait chasser Zanus. Cependant, Melfi découvrit que le pouvoir de Galbrus était bien plus fort que celui de n'importe quelle personne ordinaire, et que les monstres comme les humains possédaient un pouvoir magique en eux. Lorsque ce pouvoir s'accumule et se cristallise à l'intérieur d'un monstre, il sécrète des toxines et les pousse à la folie la plus totale. Elle se souvint de sa mère et se demanda « Galbrus finira-t-il comme ma mère ?» Elle ressentit alors une profonde tristesse. Puis Melfi se rappela sa mère alitée, et la mère de Melfi lui avait dit qu'il y a des gens qui ont des corps fragiles, mais qu'elle était née avec une grande énergie magique dans son corps, et quand cette énergie augmente, cela la rend malade et clouée au lit. Melfi demanda à sa mère « Ressens-tu une douleur intense ?» Mais sa mère lui répondit qu'elle allait bien. Cependant, la mère de Melfi mourut, et tout le monde fut attristé par sa disparition. Mais Melfi commença à lire des livres et découvrit que le cercle magique qu'elle avait extrait des monstres s'accumulait à l'intérieur de son corps et se transformait en toxines, car elle ne pouvait pas le décomposer. La magie de sa mère était merveilleuse, et quand elle l'utilisait, ses cheveux brillaient d'un rouge éclatant, et elle ressemblait à une fée tout droit sortie d'un conte de fées. Melfi adorait la regarder. Melfi continua d'apprendre par la suite, et découvrit que les humains ne pouvaient pas tolérer les toxines des monstres, et que leur corps s'effondrerait avant même qu'ils ne perdent la raison. Mais pendant qu'elle étudiait, elle tomba dans une grande fosse, mais elle promit de terminer ses recherches pour sauver Galbrus. Puis elle revint au présent, réalisant qu'elle rêvait, et se réveilla de son sommeil, surprise de trouver le manteau de Galbrus posé sur elle. Alors elle imagina qu'elle avait dormi à même le sol et que le duc l'avait trouvé et porté, et elle trouva cela très embarrassant. Puis Melfi alla voir Galbrus, et Galbrus dit à Melfi « Tu es déjà réveillé ». Melfi interrogea alors Galbrus sur son état, mais Galbrus s'excusa auprès d'elle d'avoir causé son inquiétude, pensant qu'elle était surprise parce qu'il ne lui avait rien dit. Alors Melfi demanda à Galbrus si le pouvoir magique ne s'était pas cristallisé en lui, n'est-ce pas? Mais Galbrus serra Melfi dans ses bras et lui dit qu'il allait bien, ce qui rendit Melfi très gênée. Puis Galbrus s'approcha de Melfi et lui dit qu'il ne souffrait pas non plus de fièvre, mais Melfi se sentit extrêmement embarrassée, mais posa ses mains sur sa tête et lui dit que c'était froid comme de la glace. Mais Galbrus était ainsi parce qu'il s'était plongé dans l'eau de la rivière. Mais Melfi demanda à Galbrus une fois de plus « Es-tu sûr que tu vas bien ?» et qu'il pourrait tomber malade s'il restait froid comme ça. Mais Galbrus lui répondit qu'elle était en train de l'examiner et que cela lui apportait une agréable chaleur. Mais Melfi lui dit de mieux porter son manteau. Quand Galbrus eut mis son manteau, il lui annonça qu'il avait chassé quelque chose d'inattendu pour elle, mais Melfi lui répondit que sa santé était bien plus importante que les Anas. Mais Galbrus la serra dans ses bras une fois de plus et lui dit qu'il serait au chaud ainsi, et qu'ils y jetteraient un coup d'œil rapide, et il était très heureux. Melfi demanda à Galbrus « N'as-tu pas encore tué le poisson Zana que tu as pêché ?» Galbrus confirma qu'il ne l'avait pas encore tué et qu'il était toujours dans le filet de pêche, mais Melfi désirait ardemment le cuisiner une fois qu'il serait mort. Galbrus fut tout à fait d'accord avec cette idée, mais Melfi vit que Galbrus avait besoin de repos car il n'avait pas bien dormi. Cependant, Galbrus dit à Melfi qu'il se sentait à l'aise avec elle à ses côtés et lui dit que ses cheveux étaient très doux, ce qui rendit Melfi extrêmement embarrassée. Elle dit à Galbrus qu'elle était très sale, mais Galbrus était également sale et la serra dans ses bras. Puis Zet arriva vers eux, et Melfi dit qu'elle était heureuse qu'il soit venu à ce moment-là, ce qui embarrassa également Zet. Après cela, Melfi fut ravie que tout le monde soit présent, et leur annonça qu'elle leur cuisinerait le poisson de Zana aujourd'hui même. Elle leur demanda qui pourrait apporter de l'huile et de la farine à utiliser pour la cuisson. Alors Zet dit qu'il pouvait les apporter, et Melfi lui fut très reconnaissante. Puis Melfi sortit et alla voir Galbrus et lui dit qu'elle était prête à l'accompagner pour voir le poisson Zanis. Mais Galbrus demanda à Melfi si elle était préparée. Mais Melfi lui montra un papier sur lequel étaient dessinés des cercles magiques et lui dit que cela l'aidait aussi. Galbrus trouva que c'était une idée très intéressante. Galbrus demanda à Melfi si elle collerait ce papier sur les Ainaz. Melfi répondit « Bien sûr, car l'eau emporterait un cercle dessiné sur le sol ». Puis ils se dirigèrent vers le lac et Galbrus demanda à Melfi de reculer un peu et demanda aux soldats de tirer le filet, leur disant d'être prudents car c'est un poisson qui ressemble à un monstre. Les soldats tirèrent le filet à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'ils réussissent à sortir le poisson du lac. Melfi fut extrêmement stupéfaite en le voyant, car il ne ressemblait en rien à ce qui existait dans les illustrations des livres qu'elle avait lus, et si elle était mordue par ses dents, une partie de son corps serait sectionnée. Alors Galbrus, tout en utilisant sa magie, demanda à Melfi d'être prudente. Puis Galbrus demanda « Devrais-je lui couper la tête maintenant, ou quoi ?» Melfi répondit non, nous devrions le tuer avec cette lame qui a été fabriquée dans la ville de Galbrus. Elle leva la lame mais ne put pas bien la contrôler car elle était très lourde. Galbrus demanda à Melfi si elle avait l'intention de faire cela seule. Melfi dit qu'elle voulait le faire mais ne pensait plus en être capable. Galbrus lui prit l'épée et lui dit « Je t'ai déjà dit de me laisser le travail difficile ». Melfi se souvint quand Galbrus avait dit par le passé de lui laisser le combat. Puis Galbrus s'avança vers le poisson et demanda à Melfi de lui expliquer comment procéder. Melfi dit « D'abord tu dois aveugler le poisson, car les poissons ne bougent pas dans l'obscurité ». Quand Melfi fit cela, le poisson cessa de bouger. Puis elle demanda à Galbrus de poignarder la partie arrière, depuis l'œil et au-dessus des branchies, puis de tordre la lame. Quand Galbrus fut bien préparé, Melfi lui dit « Maintenant fais-le ». Galbrus poignarda le poisson et Melfi dit à Galbrus que lorsqu'il retirait le tissu, il devait tordre sa lame. Galbrus fit effectivement ce que Melfi lui avait demandé, ce qui tua le poisson. Après cela, Melfi demanda à tout le monde de reculer et de lui laisser le reste à faire.
Puis Melfi colla les papiers de sort sur le poisson et lança son sort, extrayant tout le sang du poisson jusqu'à ce que la bouteille soit remplie. Ensuite, elle donna la bouteille à Galbrus. Melfi voulait également retirer la tête, les organes et les écailles. Puis elle demanda à Galbrus de lui apprendre comment faire cela afin de ne pas avoir à le lui demander à chaque fois. Mais Galbrus sourit et dit qu'il avait coupé de nombreuses têtes de monstres. Cependant, il n'avait pas le même enthousiasme que Melfi, et il n'appréciait pas cela à moins de cuisiner des monstres avec elle. Melfi était également heureuse de cuisiner avec lui et avec tout le monde, et elle se souvint que lorsqu'elle était dans sa ville, elle faisait cela, ainsi que ses recherches seule. Quand les soldats soulevèrent le poisson, Melfi dit avec enthousiasme « Allons couper la tête et les organes aussi », ce qui excita également les soldats. Après cela, le poisson fut placé sur une caisse en bois, et Galbrus était prêt à couper la tête, mais il demanda à Melfi comment faire cela. Melfi dit « Tu devrais commencer par le côté gauche de l'endroit où tu l'as poignardé auparavant ». Galbrus pensa que cet angle était difficile, mais il utilisa sa force et coupa bien, ce qui encouragea les autres à son égard. Melfi fut également impressionné et dit à Molin que Galbrus utilisait très bien son épée et qu'il avait réussi à préserver la viande après avoir coupé la tête. Molin fut également très impressionné, mais Galbrus leur demanda « De quoi parlez-vous tous les deux ?» Melfi répondit qu'il parlait de ses compétences à l'épée, ce qui rendit Galbrus embarrassé. Après cela, ils retirèrent les organes vitaux du poisson. Melfi dit à Galbrus que les organes et la tête n'étaient pas comestibles. Galbrus le savait et utilisa la magie du feu pour les brûler, ce qui stupéfia également Melfi par la puissance du feu. Molin dit à Melfi que Galbrus était celui qui avait inventé ce sort pour aider les gens qui avaient des difficultés à se débarrasser des monstres. Après cela, ils se dirigèrent vers le château. Zet leur dit qu'ils ne pouvaient pas cuisiner à l'intérieur car il y avait un problème dans la cuisine. Melfi pensa que c'était une bonne chose pour elle car elle n'avait pas nettoyé la cuisine après avoir cuisiné et que l'air allait tout emporter. Puis elle demanda s'il y avait quelqu'un parmi eux qui pouvait couper le poisson et en retirer la peau. Ambray leva les mains et dit à Melfi qu'il faisait cela presque quotidiennement. Après cela, Melfi demanda à Ambry de faire cela avec le poisson. Puis Ambray retira la peau et coupa le poisson avec une grande habileté, ce qui stupéfia grandement Melfi. Melfi dit « Bien sûr, c'est le calibre des hommes de Galbrus ». Puis elle pensa que couper quelque chose que l'on avait abattu si magnifiquement semblait un gaspillage, mais Ambry ne s'en souciait pas du tout. Molin pensa que si c'était pilé et frit, ce serait parfait pour lui et qu'il mangerait jusqu'à satiété. Melfi fut d'accord avec cela et souhaita que tout le monde l'aide, et les soldats furent très enthousiastes à cette idée. Après cela, elle plaça 2 casseroles sur le feu et rendit la température de l'une plus forte que l'autre, et qu'elle ferait frire le poisson en 2 étapes. Galbrus demanda à Melfi s'il pouvait l'aider aussi. Melfi demanda à Galbrus de surveiller la marmite s'il te plaît. Puis Melfi expliqua comment piler le poisson et comme il n'avait pas d'œufs, elle mélangerait des épices avec de la farine et tremperait les morceaux de poisson dans le mélange, puis commencerait à les faire frire dans la casserole et les laisserait jusqu'à ce qu'ils deviennent dorés, puis les retirerait de la casserole et qu'elle les mettrait dans l'autre casserole pour qu'ils ne se dessèchent pas, mais ce serait pour un court instant afin qu'ils forment une apparence extérieure croustillante et soient juteux à l'intérieur, et c'est ainsi que leurs anas seraient prêts. Après cela, chacun d'eux fit quelque chose, mais Galbrus ne put pas bien les maintenir dans l'huile. Quand il les montra à Melfi, il lui demanda de lui pardonner, mais Melfi lui dit que tout le monde ne peut pas le faire correctement du premier coup. Elle lui dit aussi que c'était comestible, et lui demanda de lui donner un morceau. Galbrus pensa que c'était un échec, et Melfi dit non, c'est très délicieux. Mais ses mains sont collantes et elle le goûtera pour tester la toxicité. Elle ouvrit la bouche pour qu'il la nourrisse, ce qui rendit Galbrus embarrassé, mais Melfi lui dit que c'était fraîchement frit, et lui demanda aussi de souffler sur l'un d'eux pour elle. Puis Galbrus souffla sur l'un d'eux pour Melfi, puis la nourrit. Quand Melfi le goûta, elle fut émerveillée par sa beauté et par le fait que la viande était très tendre et que l'odeur de la panure croustillante et salée s'accordait parfaitement avec la viande moelleuse. Quand Galbrus demanda à Melfi son avis sur le goût, Melfi dit que la viande était irrésistible et que la saveur explosait dans sa bouche quand elle la mordait. Puis Galbrus le goûta lui-même et constata que c'était très beau et que Melfi avait raison, c'était vraiment délicieux. Puis Melfi fut surprise que Galbrus ait terminé la moitié de sa nourriture, ce qui la remplit d'un grand étonnement. Galbrus dit qu'il n'y avait aucun mal à ajouter plus de sel également, puis il suggéra d'essayer l'un des morceaux réussis. Avant de l'essayer, Melfi lui demanda de la laisser le goûter d'abord pour tester la toxicité, mais Galbrus le goûta et fut également émerveillé par sa beauté, et demanda à Melfi de l'essayer aussi. Melfi dit que c'était aussi très beau et moelleux, et que c'était léger, donc on pouvait en manger indéfiniment. Galbrus suggéra de préparer les deux car il y aurait ceux qui préféreraient l'un ou l'autre. Puis il demanda à Molin de l'essayer, ce qui rendit Molin très heureux. Après cela, ils préparèrent les 2 types, et les soldats goûtèrent également les 2 types. Après avoir terminé, Melfi remercia Galbrus de l'avoir aidé, et dit qu'elle avait beaucoup apprécié car il était avec elle. Galbrus vit que l'important était que Melfi s'amuse. Puis Galbrus demanda à Melfi « Allons-nous manger dehors ?» Melfi répondit « Bien sûr », et qu'elle avait demandé au cuisinier du château d'apporter des légumes et du pain, et qu'ils avaient arrangé les choses dans la grande salle. Elle demanda à Galbrus d'y aller et de profiter d'un délicieux petit déjeuner. Puis elle demanda à Molin d'accompagner Galbrus là-bas, afin qu'il puisse préparer le meilleur repas pour l'homme du moment. Puis Molin attrapa Galbrus, ce qui agaçait Galbrus, mais Molin lui dit que personne d'autre ne mangerait à moins qu'il ne mange. Puis Galbrus regarda Melfi, et Melfi lui dit qu'elle viendrait après avoir jeté l'huile, et lui dit d'ajouter du sel selon son goût. Puis Mulan tira Galbrus à l'intérieur.
Et après cela, Melfi pensa que Galbrus avait fait tout cela pour elle. Mais elle lui dit toujours qu'elle était excitée de rencontrer d'autres monstres, mais qu'elle devait être prudente et penser aussi à ce qu'il voulait. Et quand elle nettoyait, Zeth et Ambray vinrent la voir et lui dirent qu'ils l'aideraient avec le nettoyage et que 3 personnes valaient mieux qu'une seule. Et après cela, Melfi leur présenta de la viande et leur demanda ce qu'ils en pensaient, et elle demanda à Zeth si c'était aussi du Zana, et Ambray vit qu'il y avait beaucoup d'huile dedans, et Melfi leur dit que c'était de la viande de ventre, et que ce n'était pas adapté à la friture, donc elle ne voulait pas le servir aux autres, mais Zeth dit que cela lui semblait appétissant et le mangea. Et Ambray, après l'avoir mangé, dit que c'était aussi très délicieux, et pensa que ce serait plus savoureux avec du jus de fruits acides. Et Zeth dit qu'il leur avait demandé d'apporter des fruits pour le petit déjeuner, et qu'ils en avaient peu, être là, bas, puis Melfi leur dit « Dépêchons-nous avant que les fruits ne soient épuisés ». Et après cela, ils se dirigèrent à l'intérieur du château, et tous les 3 se préparèrent bien à attaquer la nourriture. Mais quand ils entrèrent, ils trouvèrent de nombreux soldats mangeant la nourriture qu'ils avaient préparée, puis Galbrus appela Melfi à le rejoindre. Et après que Melfi l'eut rejoint, il lui dit qu'il volerait après avoir mangé, et lui demanda de bien manger. Melfi demanda à Galbrus de manger aussi jusqu'à satiété. Puis Galbrus commença à manger, et Melfi découvrit que c'était une autre façon de manger, et elle imita Galbrus et trouva que c'était très bon, et qu'elle pouvait aussi manger sans se salir les mains. Puis Zeth présenta le fruit acide dont ils avaient parlé auparavant. Alors Melfi en prit un et le posa sur la viande, et quand elle le goûta, le goût de la viande devint plus agréable, et elle fut émerveillée par cela, et le fait de le manger devint beaucoup plus facile, et cela serait utile pour les systèmes digestifs faibles ou ceux qui ont un faible appétit, et Galbrus demanda si c'était délicieux à ce point, et Melfi demanda à Galbrus s'il appréciait les saveurs acides, mais Galbrus ne savait pas car il ne les mangeait que lorsqu'il buvait, et quand il mangea une des viandes avec une saveur acide, il se sentit agacé, ce qui inquiéta Melfi pour lui, mais Galbrus lui dit qu'il allait bien, mais que l'acidité réveille, mais que c'était acceptable. Et Melfi se dit qu'il n'aimait pas les aliments acides et qu'elle ne devait plus refaire cette erreur. Et Galbrus lui dit qu'il s'amusait beaucoup avec elle. Et après cela, ils se préparèrent à partir. Et Zeth et Ambry dirent à Melfi qu'ils avaient préparé de la nourriture pour qu'ils mangent en chemin, et qu'ils avaient aussi congelé et salé les Xanas restants, et Melfi vit que de cette façon cela durait plus longtemps et les remercia, ce qui les rendit heureux. Et pendant qu'ils se préparaient à partir, Galbrus dit que la route était très longue jusqu'à la ville, et leur demanda de rester vigilants pour éviter tout accident. Puis ils volèrent haut, et pendant qu'ils volaient, Galbrus dit à Melfi qu'ils étaient en route pour Batoum, et Melfi était excitée d'aller dans un pays complètement nouveau pour elle. Melfi dit à Galbrus qu'il n'avait pas dormi la nuit précédente, et Galbrus lui dit qu'il allait bien et qu'il prenait ceci, puis lui montra la tasse verte. Melfi pensa que Galbrus n'aimait pas cette tasse, mais il lui dit qu'il n'avait jamais dit cela, et que cela l'aidait en fait à rester éveillé, ce qui l'a surpris. Melfi dit alors à Galbrus qu'il avait besoin de se reposer et qu'elle pourrait plutôt monter avec Zeth ou Mulan, ce qui mit Galbrus en colère. Et il la coupa avant de dire qu'il plaisantait seulement. Il lui dit qu'il avait acheté cette tasse verte pour elle parce qu'elle l'aimait, et lui dit de ne pas faire cela, c'est-à-dire de ne pas compter sur d'autres hommes, ce qui fit rire Melfi de son comportement. Galbrus lui demanda alors de ne pas rire non plus de ce qu'il avait dit. Melfi commença à s'interroger sur la vie de Galbrus dans sa patrie, et pensa à la façon dont tous ses chevaliers l'aimaient et le respectaient. Alors qu'il continuait de voler, Melfi demanda à Galbrus combien de villes existaient dans son pays. Il lui dit qu'ils avaient 30 villes il y a 10 à 7 ans, mais qu'il n'en restait plus que 12. Melfi pensa que la réduction devait avoir été causée par la sécheresse et une famine sévère. Galbrus dit qu'ils appelaient cette période les catastrophes naturelles. Pendant ce temps, l'ancien duc était mort, et Galbrus fut nommé à sa place. Cela choqua Melfi, car un duc mourant lors d'une famine lui semblait étrange. Elle pensa qu'il était peu être mort d'une maladie ou d'un malheureux accident. Galbrus expliqua alors à Melfi qu'un grand nombre de monstres étaient apparus dans la forêt d'Erzani, et qu'ils n'avaient pas pu les tuer. Le pouvoir magique des monstres avait rapidement augmenté, et ils avaient réussi à encercler la ville entière. Melfi n'avait pas imaginé que les choses étaient si graves. Galbrus lui dit aussi que le duc précédent avait entièrement fait son devoir, mais qu'ils avaient aussi perdu de nombreux chevaliers, bien qu'aucune autre nation n'ait subi de dommages. Melfi demanda alors des nouvelles des chevaliers des autres pays, et pourquoi le roi n'avait pas demandé de renfort. Galbrus confirma que le roi avait bien demandé de l'aide, mais parce que la catastrophe avait affecté la nation entière, personne n'avait de force à épargner. Depuis lors, tous les chevaliers avaient juré de dédier leur vie au royaume. Quelqu'un devait tenir ce vœu, lui, et les chevaliers qui le considéraient comme un modèle, ils ont bâti leur serment sur cette promesse, risquant leur vie chaque fois qu'ils affrontaient l'un des monstres pour défendre leur royaume et empêcher une autre catastrophe. Il jura sur l'âme de tous les chevaliers tombés au combat. Melfi, choquée, réalisa que Galbrus était prêt à mourir à tout instant pour défendre son royaume. Elle lui dit de ne pas sourire en parlant de sa mort et qu'elle ne le permettrait absolument pas. Elle se souvint de la mort de sa mère, qui s'était résignée à son sort. Melfi dit qu'elle continuerait ses recherches pour que personne ne souffre plus. Puis Galbrus prit sa main et lui demanda pardon de ne pas accorder de valeur à sa propre vie. Mais Melfi lui tint la main, l'embrassa et lui dit qu'elle était certaine que le cercle magique qu'elle cherchait lui serait utile et qu'elle ferait tout son possible pour le protéger, lui et les autres chevaliers. Elle lui demanda de changer sa façon de penser à la perte de sa vie.
Galbros dit à Melfi qu'il devait la protéger et la préserver de tout mal. Melfi répondit qu'elle aussi voulait le protéger mais que leurs méthodes différaient et qu'elle désirait protéger les autres également. Galbros allait parler, mais Melfi lui demanda de ne pas lui dire que c'était impossible. Elle lui dit qu'elle pouvait le faire. Galbraith dit qu'il ne voulait pas qu'elle soit blessée, que ces mots réchauffaient son cœur, et il lui demanda de ne pas pleurer. Melfi l'étreignit, et il lui dit qu'il ne voulait pas la laisser triste, c'était juste quelque chose qu'il avait toujours tenu pour acquis. Puis il lui dit que c'était juste une vieille histoire, et lui demanda si elle voulait l'entendre. Melfi lui demanda de lui parler un peu de lui, mais Galbraith commença à réfléchir, tiraillé entre l'envie de partager et celle de garder cela pour lui. Même fiancé, il ne voulait pas la décevoir. Puis il dit que rien ne pouvait changer le passé, mais qu'il voulait qu'elle sache qui il était vraiment. Melfi se pencha pour écouter. Galbre dit qu'il était le second fils de l'ancien roi de Longdias et qu'il avait un frère aîné, Maxime, aux mêmes cheveux ayeux que le roi Maximus. Quand ils furent seuls, Galbus dit à Maxime qu'il était incroyable, que professeur et servante le disaient intelligent et rapide. Maxime dit qu'il était heureux, mais Galbus ajouta qu'il perdait toujours le contrôle de son pouvoir magique et finissait par détruire des parties du château, ce qui l'embarrassait. Maxime dit que cela rendait Galbrus plus maladroit. Après, Galbrus s'entraîna avec un instructeur et une énorme explosion se produisit. Le professeur lui dit qu'il l'avait averti maintes fois d'être prudent en utilisant son pouvoir. La couleur des yeux de Galbrus changea, il eut mal, s'effondra et eut de nouveau de la fièvre. Melfi eut peur pour lui, réalisant le danger de perdre le contrôle de sa magie, cela pourrait le tuer si la fièvre ne baissait pas. Mais Galbus lui dit qu'il allait bien, et comprit qu'elle s'était inquiétée pour lui la nuit d'avant. Il continua de raconter son passé à Melfi, disant qu'une fois assez fort pour maîtriser la magie en lui, la seule place qui lui restait au château était parmi les chevaliers. Là, il rencontra Caius qui dit à Galbrus « Alors tu es le prince incontrôlable » et ajouta que le personnel et les serviteurs avaient peur de lui. Même si Caius le critiquait souvent, il fut le premier à lui offrir sa loyauté. De retour au présent, Galbus dit à Melfi que Caius aurait pu suivre les traces de son père et rejoindre la garde royale, mais qu'il avait plutôt choisi de le suivre fidèlement jusqu'aux terres de Galbrus. Melfi trouva l'histoire merveilleuse. Galbrus la serra dans ses bras et lui demanda si elle avait froid, puis si elle voulait entendre la suite, il lui dit que ce n'était pas agréable. Melfi demanda « Tu parles de ce qui s'est passé il y a 10 à 7 ans ? Ce ne sont pas des secrets d'État ?» Mais Galbrus ne craignait pas de lui raconter, disant que leur fiançailles avait l'approbation du roi. Melfi se sentit chanceuse, mais Galbrus dit qu'il était le plus surpris, il n'avait jamais eu l'intention d'épouser qui que ce soit. Mais il changea d'avis après l'avoir rencontré. Il continua de parler de son passé, disant que son père l'avait choisi et nommé second duc pour veiller sur son frère aîné, qui était le prochain en ligne pour le trône, afin d'éviter une dispute de succession. Mais à l'époque, le royaume s'était affaibli par la sécheresse et la famine. Les nobles étaient au bord de la rébellion. Certains soutenaient des mesures strictes pour le nommer prince héritier et l'envoyer attaquer d'autres nations, voulant étendre leurs terres par la conquête sous le nom d'un prince doué de magie. Cela causa un conflit interne entre partisans et opposants aux guerres, et le père de Caius fut l'un de ceux qui tombèrent à cette époque. Galbrus commença à entendre les serviteurs parler de pénurie de nourriture et d'eau, et de monstres attaquant la ville. Il se précipita vers son frère Maxime et lui dit qu'il allait agir et prendrait le nom de Galbrus pour que son frère devienne roi, disant qu'il ne pouvait laisser la tragédie se reproduire. Maxime fut stupéfait par les mots de son jeune frère, puis l'étreignit et dit « D'accord, mon cher frère ». Plus tard, Maxime et son frère allèrent voir les nobles et annoncèrent que le prince avait renoncé au trône et que Maxime deviendrait son successeur, promettant de mettre fin aux souffrances au plus vite. Après plusieurs années, Galbrus rencontra Maxime, et Galbrus lui dit que chasser les monstres ne pouvait être le seul but des chevaliers de la ville. Il voulait leur donner quelque chose de plus grand. Maxime convint que Galbrus avait raison et demanda « Et si on gagnait une position dans la garde royale après 5 ans de service ?» Galbrus pensa que cela renforcerait grandement leur rang, alors Zeth dit qu'ils exploraient des utilisations pour les monstres chassés. Galbrus expliqua que certains monstres étaient source de matériaux rares, il serait donc un gaspillage de les jeter. Zeth dit que les parties précieuses incluaient cornes, griffes et peaux, et qu'il serait sage d'acheter tout ce qui était utile. Maxime trouva que, selon la qualité, il pourrait même les vendre pour de grandes sommes. Galbus et Maxime parvinrent à un accord, puis retournèrent au présent. Melfi fut surprise que cela se soit produit, et Galbrus lui dit que ce n'était pas censé arriver, mais que c'était arrivé seulement parce que lui et le roi étaient frères. Elle pensa « c'est donc comme ça » et dit à Galbrus que même ainsi c'était un excellent système. Cela fonctionnait parce que de nombreux monstres vivaient autour de Galbrus, et qu'il avait aussi de puissants chevaliers pour les exterminer. Galbrus confirma que c'était exactement pourquoi il continuait à chasser les monstres, il protégeait le royaume de cette façon. Il lui dit aussi que si une autre catastrophe survenait, il sacrifierait sa vie. Mais Melfi suggéra à Galbrus qu'au lieu de se sacrifier, il devrait chercher un autre moyen de gérer la catastrophe elle-même. Galbrus lui demanda si c'était possible. Melfi dit que les monstres augmentaient sans cesse et qu'il y avait une limite à la chasse.
Galbrus sentit que quelqu'un devait y faire face. Mylfie demanda s'il comptait vraiment se sacrifier, bien qu'elle ne le veuille pas du tout. Elle lui dit que si sa nouvelle recherche sur l'extraction de magie des créatures vivantes, ou plutôt de toxines magiques, réussissait, alors les monstres pourraient cesser de perdre le contrôle et d'attaquer, ainsi il n'aurait plus à risquer sa vie. Mylfie dit aussi que si elle apprenait à extraire les toxines magiques d'une créature vivante, elle pourrait même préparer de la viande délicieuse des monstres enragés. Galbrus fut émerveillé par ces mots et l'embrassa sur la tête, ce qui la fit rougir profondément. Galbus rit de sa réaction et la taquina. « Après la passion que tu viens de me montrer, comment me retenir ?» Mylfie se fâcha et lui dit qu'elle était sérieuse, mais Galbus répondit qu'il pensait maintenant à vivre sa vie avec elle, ce qui la laissa stupéfaite. Elle lui dit « Ne te moque pas de moi », puis il lui demanda de regarder derrière elle et lui dit qu'ils allaient arriver. Ils avaient atteint leur ville, ils survolaient maintenant la forêt d'Erzini, immense et nécessitant une carte pour s'y retrouver. Mylfie fut émerveillée par la taille de la forêt, qui était aussi infestée de monstres. Mais Galbrus lui dit que la terre contenait du minerai magique, des lignes telluriques et des ressources enfouies profondément sous terre. Parce que le sol et l'air étaient remplis de magie, seuls les monstres pouvaient y survivre. Mylfie fut choquée. « Seuls les monstres vivent ici ?» pensa-t-elle, c'est incroyablement dangereux. Galbrus lui demanda ensuite de regarder la rivière Galbrus, la plus grande, et lui parla d'une autre rivière à l'est qui s'y jetait, se ramifiant en 3 directions. Mylfie demanda si toutes les rivières convergeaient en une seule zone. Galbra dit que cet endroit était spécial et désigna un lieu, expliquant que la neige fondue des lointaines prairies de Galbra s'écoulait sous terre jusqu'à refaire surface ici. Il lui dit aussi que lors de la catastrophe d'il y a 10 à 7 ans, tout cela s'était complètement asséché. Mylfie pensa qu'une rivière asséchée était déjà remarquable. Pas étonnant que le maréchal Dir n'ait jamais eu sa chance. Elle se demanda si le duc connaissait la raison de la sécheresse. Elle allait demander à Galbraith quand il lui ordonna de s'asseoir correctement, l'avertissant que sa position actuelle pouvait mettre sa vie en danger. Quand elle le fit, Galbrus reçut un message d'un chevalier signalant un grand groupe de monstres bergenons à proximité. Galbrus et Mylfie regardèrent derrière eux et virent qu'il y en avait effectivement beaucoup. Galbrus dit qu'il prendrait le commandement et qu'il avait besoin de 2 chevaliers non chargés pour couvrir l'arrière. Il demanda qui se porterait volontaire, et Zet dit que lui et Eric s'en chargeraient. Ils changèrent de position et reculèrent pour la défense. Mylfie regarda en arrière et vit les monstres se rapprocher, ce qui, étrangement, la rendit heureuse. Quand Galbrus réalisa que leur nombre augmentait, il ordonna au chevalier de se rapprocher et tendit à Mylfie une visière anti-vent à portée. Il en mit un aussi et lui dit « Désolé que cela arrive, mais c'est comme ça que les choses se passent à Galbrus ». Mylfie lui dit qu'elle allait bien et demanda si ces créatures étaient des monstres et si elles volaient. Galbrus expliqua qu'il s'agissait de monstres appelés bergenons, qui utilisaient un sort de chasse pour attaquer en meute. Cela aurait du sens s'ils avaient un seul cavalier, mais il était rare qu'ils attaquent en voyageant en groupe. Mylfie pensa que c'était le premier monstre qu'elle rencontrait qui ne figurait pas dans ses livres. Elle dit qu'elle aimerait les manger mais ne voulait pas être mangée. Juste à ce moment, Galbrus reçut un message des chevaliers disant qu'ils étaient prêts. Il dit à Mylfie de bien s'accrocher, et il lui demanda si elle était prête. Puis il déchaîna son pouvoir, lançant un sort de vitesse qui le fit accélérer, suivi par les chevaliers. Mais Mylfie vit le sol se rapprocher et eut l'impression qu'elle allait s'écraser. La peur la saisit, mais soudain, Galbraith s'éleva, et Mylfie cherchait une solution. Elle commença à regarder ces monstres comme de très bons repas, pouvant être cuisinés de plusieurs façons puisqu'ils étaient des oiseaux. Mais elle réalisa que les monstres les voyaient probablement de la même manière, ce qui la rendit encore plus nerveuse. Les monstres continuaient de chasser Galbraith et les soldats, et c'est alors que Galbraith dit à ses hommes de les attaquer. Il dit à Mylfie qu'ils allaient accélérer encore plus, mais Mylfie n'était pas inquiète et sentit le pouvoir magique de Galbraith augmenter. Puis Galbraith accéléra. De l'autre côté, les soldats attaquaient toujours, et Mulan ne pouvait se concentrer à cause de la vitesse, Zet non plus. Zet suggéra à Galbraith d'atterrir et d'attaquer, mais Galbraith refusa car cela ne donnerait aucun vrai résultat, et il devait atteindre la ligne défensive. Mylfie se dit qu'il n'attaquait pas à cause d'elle, car il était difficile pour Galbraith d'échapper aux monstres, et les dragons ne pouvaient attaquer, chargés de ses affaires. Elle se dit aussi qu'elle n'était pas inutile, mais qu'elle était toujours un fardeau. Elle pensa que si elle jetait ses affaires vers les monstres, cela les disperserait. Elle suggéra l'idée à Galbraith, mais il refusa. Puis elle lui dit que le sac était piégé, mais elle ne put finir de parler à cause du vent, et Galbraith lui dit de ne pas parler pour ne pas se blesser. Mais Mylfie suggéra d'attaquer avec le seau sur son sac, et Galbraith refusa cela aussi. Mylfie cependant était têtue. Galbraith la serra, lui murmura à l'oreille avec un sourire, et lui dit que des chevaliers les attendaient à la ligne défensive, elle ne devait pas s'inquiéter. Mylfie se dit qu'il lui souriait ainsi pour la rassurer, mais qu'elle devait l'aider, et elle recommença à réfléchir. Elle ouvrit son sac et chercha ce qui pouvait aider, et trouva une coupe le passage de brume.
Elle voulait l'utiliser pour drainer leur magie, mais elle était déjà pleine du sang de Zanis, donc elle ne pouvait rien absorber d'autre. Mais elle se souvint que Galbris lui avait dit que cela pouvait créer une arme destructive. Pourtant, elle vit que le simple fait de le lancer ne générerait pas assez de puissance et il y avait beaucoup de monstres, cette bouteille ne suffirait pas. Puis elle se souvint que Galbris pouvait utiliser un sort de feu, et que s'il l'utilisait, il pourrait préserver le pouvoir magique. Puis Melvie sortit autre chose. Pendant ce temps, de l'autre côté, les monstres n'avaient toujours pas abandonné, ce qui agaçait Mulan, mais Melvie commença à se préparer à anéantir les monstres. Elle allait écrire chaque sort qu'elle connaissait, et le transformer en cercle magique. Et elle voulait écrire le nom complet du duc, mais elle ne connaissait pas son nom complet, ce qui la choqua. Alors Melvie demanda à Galbris son nom complet, et quand il le dit, Melvie l'écrivit sur le récipient. Après, elle porta le récipient à la bouche de Galbris pour qu'il le lèche. Mais quand Galbris vit le récipient, il lui dit « C'est le sang de Zanis ?» Melvie lui dit « Bien sûr !» et qu'elle avait écrit tous les sorts qu'elle connaissait. Galbris prit le récipient et lut le sort, ce qui le fit rire, et il tapota la tête de Melvie. Puis il se coupa et lui dit de ne pas s'inquiéter, il n'avait pas coupé trop profondément pour pouvoir encore diriger. Il mit son sang sur le récipient et sur les sorts magiques, et demanda à Melvie si c'était elle qui avait trouvé cela. Il était heureux que ce soit elle qui l'ait fait. Melvie tint la main blessée de Galbris et lui demanda de la laisser soigner sa blessure. Galbris se rapprocha d'elle et lui dit qu'il finirait vite pour que cela puisse arriver. Puis il informa les soldats qu'ils se déplaçaient à l'arrière et qu'ils monteraient tous par derrière. Il dit à Humberby de prendre l'avant, à Zet la gauche et à Eric la droite. Il dit à Mulan de rester à sa position jusqu'à ce qu'il vienne à lui. Puis Galbris se rapprocha de Mulan et lui demanda de servir d'appât. Il lui dit aussi de lancer une accélération sur lui-même et de percer leur rang. Mulan était prêt à le faire, mais Galbris lui dit « Idiot, à quoi bon si tu meurs ?» et lui dit de percer en restant en vie. Cela surprit Mulan, mais Galbris lui dit qu'il les distrairait et utiliserait ce récipient, et qu'il allait réduire ses oiseaux en cendres. Il lui dit qu'une fois passé, il devait s'éloigner le plus possible de la volée et voler plus haut. Puis Galbris dit à tout le monde de monter et d'accélérer. Quand ils le firent, Galbris donna le signal à Mulan de bouger. Mulan se dirigea vers les monstres et Galbris vit qu'il était temps d'attaquer et que ces monstres allaient payer un lourd tribut pour les avoir épuisés et effrayés Melvie. Quand Mulan se sépara de la volée, Galbris lança le récipient, mais un oiseau l'avala, ce qui surprit Melvie. Galbris lui dit de ne pas s'inquiéter et de fermer les yeux, puis une énorme explosion retentit au milieu de la volée. Galbris dit que tous les sorts allaient s'activer, ce qui choqua Melvie, et elle demanda à Galbris s'il plaisantait ou non, ce qui fit rire Galbris. Il dit « Ma fiancée ne me déçoit jamais », et lui dit de se réjouir car elle allait faire de grandes choses en ville. Cela stupéfia Melvie, mais Galbris dit que normalement il serait impossible de créer un cercle magique dans ces conditions, et que ce serait leur petit secret. Après cela, ils regardèrent le récipient et les sorts s'activèrent, provoquant une explosion massive. Zit pensa que c'était un massacre excessif, tandis que Galbris était heureux que les monstres aient été réduits en morceaux, puis Mulan alla voir Galbris et lui dit « C'était incroyable ». Milfi fit un signe à Mulan et il fit de même. Mulan leur dit « C'était juste », mais il ne put finir ses mots à cause de l'intensité de la lumière des sorts. Milfi regarda le feu et pensa qu'ils étaient réduits en morceaux. Puis ils continuèrent de voler paisiblement, mais Melfi fut choquée. Galbus demanda à Melfi « Ça va ?» Melfi dit qu'elle allait bien, mais elle ne pouvait croire ce que Galbus avait fait, mais Galbus lui dit « De quoi parles-tu » et lui dit que c'était sa propre ingéniosité qui les avait sauvés. Melfi se dit qu'elle ne s'y était pas attendue, qu'elle s'était tellement concentrée sur la cuisine des monstres qu'elle n'avait pas pensé à l'énergie magique extraite comme sous-produit et qu'elle pouvait être utilisée comme arme pour détruire des nations. Elle ne pouvait croire que cela lui ait pris si longtemps pour le réaliser. Puis Melfi demanda à Galbrus « Pense, tu ma recherche interdite ». Cela contraria Galbrus et il lui dit qu'il ne permettrait à personne de la réprimander et qu'elle pouvait se consacrer à son art, mais que cela avait des avantages au-delà des armes. Il dit que le pouvoir magique stocké dans les fioles pouvait être utilisé pour alimenter les fours comme elle le faisait toujours et qu'il ne s'inquiétait de rien. Il lui dit que ce serait utile dans leur vie quotidienne et qu'ils pourraient l'essayer aussi dans leur ville. Il ajouta qu'allumer une cheminée nécessitait silex ou magie et les fioles pouvaient s'y substituer. De plus, ils avaient besoin de lumière pendant leurs longues nuits d'hiver. Milfi pensa que Galbrus avait raison et lui demanda « Si nous divisons l'énergie magique en petites quantités, cela aide-t-il à faciliter la vie des gens ?» Galbrus confirma et dit qu'il était sûr que les gens seraient heureux. Milfi se dit que Galbrus avait raison, qu'il n'était pas nécessaire de fabriquer une arme et qu'il pouvait l'utiliser pour améliorer la vie des gens. Elle se souvint quand elle préparait de la magie dans son pays et comment personne ne se souciait d'elle ou de ses recherches et comment l'énergie magique recueillie devait être éliminée ou libérée naturellement et que les monstres étaient une mine de nourriture et d'autres ressources. Puis elle regarda Galbris et dit qu'il ne se souciait pas seulement de ses recherches, il lui laissait aussi entrevoir un nouveau chemin. Elle le remercia, heureuse. Galbris lui demanda de quoi elle parlait, et lui dit qu'ils avaient survécu grâce à elle sans se blesser, et que c'était lui qui devrait la remercier.
Milfi dit que le sort dépendait de la force de celui qui le lançait et qu'il était le seul capable d'activer ce cercle magique déformé. Galbrus rit et lui dit que c'était le résultat de leur travail d'équipe et dit « Ma fiancée fait un excellent travail. » Melfi dit qu'elle le ferait plus petit la prochaine fois. Galbrus pensa que c'était une bonne idée et pensa aussi qu'ils pourraient aller chasser les monstres ensemble. Cela laissa Melfi complètement émerveillée, et elle commença à imaginer les deux chassant les monstres ensemble. Elle se demanda avec surprise « Vais-je vraiment aller chasser avec lui ?» Quand elle lui demanda à nouveau, il lui répondit « Bien sûr, je te laisserai venir avec moi », ce qui rendit Melfi de nouveau heureuse d'avoir cette confirmation. Il lui dit que les ruches de Gunvenir étaient grandes à cette période de l'année, et que les fruits de Zakirt approchaient aussi de leur saison, ce qui fit déborder Melfi de joie. Elle dit « Toutes ces choses se trouvent dans la forêt d'Erzini, bien sûr, n'est-ce pas ?» Et elle commença à tout expliquer à leur sujet, car elle les connaissait toutes et en avait déjà lu des choses auparavant. Galbraith dit qu'il était content que Melfi se sente tellement mieux. Soudain, Caius s'approcha d'eux, les interpellant et leur demandant ce qui avait causé cette explosion. Mais quand Milfi vit l'aigle lumineux que montait Caius, elle fut complètement stupéfaite. Galbraith dit à Caius que c'était bien qu'il soit venu et lui expliqua que Milfi s'était occupé des monstres. Caius fut surpris que Milfi ait pris part à cela, puis il fut choqué et leur demanda si c'était lui qui avait causé cette explosion. Il lui demanda aussi comment il avait pu utiliser un sort aussi imprudent en présence de Milfi, mais Galbrus demanda à Caius « N'était-ce pas formidable ?» Cela choqua Caius de nouveau. Milfi se dit qu'elle était celle qui avait créé ce sort imprudent et violent dont parlait Caius. Puis Caius dit que ces monstres s'étaient comportés vraiment étrangement, mais que Milfi n'était pas une chevalière, et que son sort d'accélération seul devait l'avoir beaucoup épuisé. Pourtant, elle n'avait montré aucune hésitation, mais Milfi dit qu'elle avait dit à Galbus que cela ne la dérangeait pas. Caius dit « Même si c'est le cas », puis Melfi s'excusa auprès de Caius. Après cela, un groupe de chevaliers de Galbus se rassembla aussi et vit que Melfi était là, et ils commencèrent à la louer, ce qui rendit Melfi embarrassée. Galbrus essaya de cacher Milfi et leur dit d'arrêter de la fixer. Il se sentit vraiment agacé et leur dit de se taire. Quand ils s'approchèrent du château, Milfi demanda à Galbrus « Habitez-vous ici ?» Galbrus lui dit que le bâtiment central était le sien et que le grand espace n'était pas vraiment nécessaire, mais qu'elle pouvait utiliser n'importe quelle pièce qu'elle désirait. Melfi demanda si c'était son château, et dit qu'elle aurait cru que c'était un château royal s'il le lui avait dit. Galbraith dit que c'était une ville, et que des générations auparavant, elle avait été construite pour combattre les monstres, et qu'après des années, elle s'était étendue et était devenue la ville qu'elle voyait maintenant. Il dit que c'était leur forteresse, et certains l'appelaient la ville-forteresse. Milfi dit que si c'était la ville-forteresse, alors les monstres de la forêt devaient l'attaquer de toutes parts. Galbrus lui dit que c'était parfois le cas, et expliqua que la plupart des monstres vivaient dans les prairies et s'attaquaient aux carrosses voyageant le long des routes commerciales. Même ainsi, dit-il, leur vie quotidienne n'était pas aussi dangereuse qu'avant. Mais Melfi vit que les murs étaient vraiment solides, et elle se souvint de son propre pays, où il n'y avait pas du tout de murs solides comme ceux-ci. Galbraith dit que la forêt était plus proche avant qu'ils ne réduisent leur ligne défensive, et que les gens s'étaient naturellement rassemblés ici parce que les ducs précédents en avaient fait leur base, et que la peur constante des attaques de monstres était ce qui avait façonné l'endroit. Il lui dit qu'il y a 10 à 7 ans, les survivants du désastre avaient afflué ici. Milfi vit des traces de marques magiques et que le sol était gravement brûlé, et elle se dit que le duc avait utilisé sa propre magie pour sécuriser son territoire et protéger les habitants de la ville. Puis Galbrus la tapota et lui dit que ce n'était plus si grave et qu'il n'y avait plus rien à craindre. Puis Mulan et Zed s'approchèrent de Galbrus des deux côtés. Mulan dit à Milfi qu'elle se sentait maintenant fatiguée de ce voyage, mais que Zed était heureux de l'avoir avec eux. Galbraith dit qu'ils allaient atterrir et demanda à Mulan de leur dire d'ouvrir la porte militaire. Ils ouvrirent la porte et Caius s'approcha de Galbraith et lui dit qu'il l'attendrait dans le bâtiment principal, puis il partit. Galbrus entra par la porte, et après cela, il dit à Milfi qu'il y avait une barrière magique dans le ciel au-dessus d'eux, donc ils entreraient par le bas. Il lui dit aussi que cela consommait de grandes quantités d'énergie magique, donc cela ne pouvait pas être maintenu en permanence, et qu'il pensait qu'il l'avait installé à cause des monstres volants. Milfi demanda à Galbrus s'il était possible qu'il lance une autre attaque. Galbrus ne savait pas, mais il devait être prudent chaque jour. Puis il lui dit qu'ils étaient enfin arrivés, et ils entrèrent dans la ville, ce qui laissa Milfi stupéfaite. Il y avait des gens qui saluaient Milfi, et elle leur rendit leur salut, toujours émerveillée par la beauté de la ville.